Hello tout le monde. Je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un plaisir, un honneur, un privilège de pouvoir analyser comment les médias parlent de l'actualité, se taper des barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Aujourd'hui, c'est le grand déstockage, dernier épisode de la semaine, en ce vendredi 10 avril 2026. Et on va un peu vider le télégramme, même s'il y a eu pas mal de choses qui ont été rajoutées entre-temps. Mais c'est pas grave, on se retrouve dans à peine 3 jours, oui c'est ça, 3 jours pour le prochain CKR. Donc on aura de quoi faire. Merci mille fois pour la force que vous donnez. Cette émission, hein, elle est rien sans vous. Elle est rien sans vous, les amis. Donc merci pour la force. Merci pour les Tipeee. Là, j'ai encore eu des Tipeee qui ont été donnés. Regardez, on a Sonia qui a donné 50 €. Merci Sonia. T'as la coupe pour Sonia. Pourquoi ça fait ça? On a évidemment BDK qui a mis son 101 pour être top tipeur. Et puis tous les autres qui renouvellent leur Twitch, leurs abonnements sur Twitch ou alors même sur YouTube, qui veulent donner de la sephore, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave. Tout ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez soutenir malgré tout, c'est de regarder CKR et de vous manger des pubs. Voilà. Et de couper le son, dans ce cas, tu te manges toutes les pubs et tu ouvres un autre onglet où là, tu as ton adblock et tu te manges pas de pubs. Comme ça, on est gagnant-gagnant. Mourad Guichard, hier, était dans notre émission. Il m'a remercié vivement de l'avoir invité. C'est moi qui le remercie. Les gars, on en est déjà à 20 000 vues quasiment sur l'épisode du jamais vu. Et donc, il donne raison à Jules et à notamment qui me disait il faut que tu fasses des invités de temps en temps, etc. Je lui disais ouais, mais ça me saoule parce qu'il faut organiser tout ça. Mais force est de constater que effectivement, l'effet Mourad Guichard se fait sentir. Donc, merci mille fois. Et allez lui donner de la force et on lui envoyer du love parce qu'il le mérite. Et d'ailleurs, il y a l'Unirêve Cité qui nous a remercié. Il y a Théophile qui aimerait participer à l'émission aussi. Non, vraiment, il y a l'Unirêve Cité qui m'ont proposé de venir encore cette année. Bah écoute, si je peux rencontrer Francesca Albanese, je veux pas dire non. Cette queen. Donc, par contre, ça va taper aux médias. Oui, peut-être, c'est pas grave. Écoute, en tout cas, ouais, plus que l'épisode d'Alice Cordier. En tout cas, c'est parti pour faire plus que l'épisode d'Alice Cordier. Oh, la station singapourienne, ça fait plaisir, de Singapour. Waouh. 3 pages de CKR YouTube ouvertes qui déroulent et qui tapent les pubs, c'est cadeau. Ah, t'es le sang de la veine. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, il y a des places pour la rêve, je peux essayer d'emmener des gens en voiture. Ah bah on pourra se faire un truc comme ça. De toute façon on se tient au jus pour l'Unirêve Cité, mais j'aimerais bien retourner, ouais. C'est du 21 à 23, franchement s'il y a moyen de se faire une petite ambiance là-bas, parce que j'avais vraiment kiffé et j'essaierai d'y rester 2 jours, tu vois, parce que la dernière fois j'ai vraiment fait un aller-retour. Donc voilà, essayez de rester, de kiffer la vibe. Et ben on se retrouvera peut-être là-bas en tout cas. Mais j'ai que de l'amour de tout le monde là sur cet épisode. Et dites-vous que Mourad Guichard, qui a tellement aimé votre accueil et qui se sentait bien dans CKR, m'a dit tu penses que ce serait cool si on se faisait ça une fois de temps en temps Enfin c'est toi qui vois hein. Je bois de l'eau actuellement avec un sourire narquois. Écoutez ma foi, ma maison c'est ta maison, chacal. Tu reviens quand tu veux. Tu peux même revenir tous les 15 jours, ce serait avec grand plaisir. En tout cas, bien sûr. Tu viens même chez nous. Oui, doucement. Le double N. Progressivement. Installez-vous tranquillement. Et après, évidemment, je ferai la passe D. Alors, c'est quoi les messages qu'on a reçus sur le dernier épisode AK 2020 qui nous dit super émission concernant le média, je faisais partie des sociaux. À l'époque j'avais 5 € à mettre, je me suis dit soit CKR soit le média. Je suis vachement deck parce que les émissions sont de qualité. J'aimais beaucoup les face à face avec Paul et Lake versus la boomer de droite, dont j'ai oublié le nom, mais qui le challenge intelligemment sur pas mal de sujets. Tous les intervenants en général, des présentateurs, Nadia, Théophile, Fabrice, Lisa, Marion, font très professionnels et les intervenants toujours au top niveau, connaissance aussi de Mourad à Thomas Porcher. J'aimais bien aussi le fait qu'ils aillent sur le terrain rencontrer les manifestantes chez Mille à l'époque, Lisa Lapp. Comment vous dire que je suis tombé de 1000 étages, lol. Franchement, des quotidiennes de qualité dans des médias de gauche, on n'en a pas. Blast, Off, etc. C'est plutôt des médias d'investigation, je trouve. Même si on aime bien les chroniques type Rhinocéros, il n'y en a pas tous les jours. Bref, je suis vachement déçu que tout soit
que tout soit avéré. Courage à Mourad et aux autres, vous avez tout notre soutien. On se retire s'ils ne respectent pas les gens qui nous ressemblent. Ils n'ont plus besoin de notre argent. Ouais, écoute, hein, merci pour le message et ton coup de gueule est passé. Il y a Stefano Zenobi qui nous dit content d'avoir des nouvelles stupéfiantes que l'on apprend sur le média, force à vous. Fan 9550 qui dit mais merci, je me demandais où il était passé, l'œil de Momo me manque. T'inquiète pas, mon œil arrive bientôt. Didi 8441 dit l'œil de Momo était la meilleure émission du média. Merci à lui en tout cas pour son travail. Triste d'entendre ce qu'il s'est passé avec le média. Et Moa Batra Bibi qui dit Moumou ça fait zizir. On a Maxime Guirma qui dit je vole au secours de nos frères et sœurs électrices responsables. Tous ces maires criminels sexuels ont aussi profité de la nouvelle législation des élections municipales. Dans les petites communes, s'il n'y a qu'une liste, il suffit d'une voix pour être élu. Le système judiciaire et le camouflage de ces affaires sont aussi la principale cause. Olek Wilfried qui dit salut Kevin et les cracks. Merci Olek, hein, toujours là à commenter. Et un gros câlin à Moumou que j'adore. Top de vous voir ensemble. Par contre, déçu de l'envers du décor du média. La force à tous les cracks. Le Vril Ben, mon gars sûr. Toujours aussi intense que sincère. Force à toi. Merci à toi d'être toujours là. Et Inconnu me trouve pas dit super intéressant ce CKR avec Monsieur Mourad Guichard. Merci, c'est top. Eh bien, écoutez, merci pour vos messages. Et on enchaîne tout de suite avec la petite news HMD. Tu as combien de casquettes ? Je dois en avoir une trentaine, mais j'en ai pas assez à mon goût parce que j'aime bien avoir plusieurs couleurs différentes qui calent, parce que sinon j'ai l'impression de tourner en rond. Il s'est passé quoi aux médias ? G-Stratège, je t'invite à regarder l'épisode d'hier sur la chaîne Kevin Razier officielle. Là, le duplex avec Mourad Guichard. Alors. On continue avec les petites news HMD, les petites news qui font plaisir. Alors, on en a deux. La première, et la deuxième d'ailleurs fera l'objet, je pense, d'un scan, mais la première déjà. À Héricourt, Haute-Saône, le nouveau maire, Gilles Lazare, Parti communiste, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est mis en examen ? Non. Il a décidé de renoncer à une partie de ses indemnités et il a choisi de reverser 1800 € par mois au Resto du Cœur et au magasin alimentaire social. C'est l'une de ses premières décisions et elle en dit long sur sa vision de l'engagement politique, surtout quand je le rappelle, quand on a des maires qui, dès le lendemain de leur élection, ont voté une augmentation de leurs indemnités. À 69 ans... Ah merde. Attends, c'est justement, c'est l'Uniref Cité qui est en train de m'appeler, désolé. À 69 ans, l'ancien médecin généraliste connaît bien les personnes accompagnées par ces associations. J'ai longtemps côtoyé ce public dans le cadre de mes anciennes fonctions professionnelles. Je connais bien leurs difficultés et les contraintes budgétaires rencontrées par les structures qui les aident. Témoigne le premier édile d'Héricourt. Cela représente environ 10 000 € par an reversés à chacune des deux associations, précise-t-il. Ainsi réduites, ces indemnités mensuelles atteindront le niveau de celles de ses adjoints, soit 1 000 € par mois. Eh bien, c'est très, très, très bien. Waouh, on n'est pas vendredi, tu m'as mis bien. J'ai pas compris. Voilà, donc non, trop bien. Trop bien d'avoir ce genre d'initiative et on espère pouvoir en avoir encore plus. Sincèrement, on espère pouvoir en avoir encore plus. Mais l'autre HMD, qui est une HMD révoltante, hein. Un LFI a voté 1 000 € de plus pour son salaire. Mais non, lequel ? Alors là, je suis choqué. Je suis choqué qu'il y ait des LFI parce que c'est vraiment leur combat et je pense qu'ils doivent se montrer intraitables. Je sais pas si c'est un apparenté LFI ou c'est un vrai LFI, mais alors là, putain, je suis quand même... je tombe de l'armoire, comme dirait mon cher Patoche. Putain, je suis dégoûté. Alors là, la voix du Nord, Roubaix, il s'est expliqué. D'accord. Alors, on va regarder. Alors, maire LFI augmente salaire. Hop. Roubaix. C'est Guiraud. C'est Guiraud. Attends. Oh. Nalat. Attends, je recharge la page. J'enlève l'adblock. Oh là là. Me dites pas que... Alors attends. David Guiraud accusé d'avoir augmenté son indemnité de maire et diminué celui de ses opposants. Contre-attaque. Attends, il y a un son qui s'est lancé. Ah,
Le nouvel édile touchera environ 450 € de plus que son prédécesseur, l'intérimaire Alexandre Garcin, mais bien moins que Guillaume Delbar en poste depuis plus de 10 ans. Ah, d'accord. À Roubaix, le conseil municipal de mercredi s'est avéré agité. L'ordre du jour prévoyait en son deuxième point la définition du régime indemnitaire des conseillers municipaux. L'insoumis David Guiraud a vu son salaire fixé par le conseil à 4 876 € brut. Une indemnité supérieure de 455 € à celle que touchait son prédécesseur. Les adjoints de l'édile... Ah putain, il y a un son en fond là. Ah oui, c'était ça, putain, je comprenais pas. Alors attends, je vais peut-être enlever la musique parce que c'est peut-être pas... Alors, David Guiraud a justifié ce jeudi ses évolutions des indemnités à travers une longue publication sur X. En conseil municipal, j'ai fait adopter une délibération baissant de 1150 € l'indemnité allouée au maire, sans délibération. J'aurais automatiquement profité du plafond maximal portant mon indemnité de maire à 5 960 €. Je constate avec plaisir les commentaires qui évoquent une augmentation de 400 € par rapport au précédent maire. Mais par rapport à quel maire, au juste, s'interrogeait ainsi l'élu. Celui qui n'est resté que quelques mois en intérim ou celui qui, pendant des décennies, cumulait son indemnité de maire avec celle de vice-président de la métropole jusqu'en 2020 et de vice-président de la région, portant son indemnité totale à plus de 10 000 € par mois. Heureusement, limité à 8 434 €. Ce qui ne serait pas mon cas. David Guiraud fait ici référence à Guillaume Delbar, élu maire de Roubaix en 2014. La Cour de cassation a confirmé la peine que lui avait infligée en appel pour son implication dans un système frauduleux de défiscalisation via des micro-partis. Alexandre Yersin lui avait succédé en décembre. En passant par du statut de député à celui de maire, David Guiraud affirme avoir consenti une baisse de salaire d'environ 3 000 € brut, reconnaissant toutefois qu'il touchera 1 140 € pour son rôle de conseiller métropolitain. Je ne crois pas être grand gagnant en change, et je ne m'en plains pas d'ailleurs pas une seconde, car j'ai fait le choix de servir les Roubaisiens, plaide l'insoumis. Le maire de Roubaix, d'invité, les voix faussement critiquées à comparer son indemnité totale à celle des autres maires de villes de 100 000 habitants, il y aura quelques surprises. Ah oui. Ah oui, 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 d'accord. D'accord. Ok. Bon, bah, plus de peur que de mal. Vous m'avez fait peur. Ouais, ça joue, oui. Il a baissé par rapport au dernier maire, pas par rapport... Non, par rapport à l'avant-dernier maire, pas par rapport... En gros, il a baissé par rapport au maire qui est resté 10 ans, pas par rapport au maire qui a fait de l'intérim quelques mois. Ce qui est logique, je pense que le mec, il a assuré l'intérim en 2-2. Donc voilà, voilà la vérité. Mais oui, il gagne quand même moins que quand il était député. Très bien. Tout est débat quand ça concerne la France insoumise. Ah ben non, c'est clair. L'autre news HMD, mais qui va nous mettre en colère, les cracks. Je vous le dis, hein. Je vous le dis et je vous le redis. C'est la procédure contre Rima Hassan pour possession d'un produit stupéfiant qui a été classé sans suite. Putain de merde. Sans suite. J'adore la photo qu'ils ont choisie en mode Thug Life. Il manque plus que le spliff et tout. Classé sans suite, chacal. La procédure contre Rima Hassan pour possession d'un produit stupéfiant est classée sans suite, chacal. Sans fucking suite. Le scellé ayant fait l'objet de la fuite abusivement présentée contenant comme de la 3-MMC ne contient en réalité aucun produit stupéfiant. Merci. L'analyse de l'autre scellé révèle un taux infime de delta 9 THC, ce qui ne saurait aucunement remettre en cause les déclarations de Rima Hassan. Il n'est en effet pas rare que des produits présentés comme du CBD contiennent des traces de THC, ces deux molécules étant extraites de la même plante. Molécule. Et là, c'est l'extrait du communiqué de presse de Vincent Brengard ou Mathieu Chédid ou Louis Garrel, comme vous voulez. Mais incroyable. Et on voit que Mosefenech a liké. Allons voir le profil de Mosefenech. Non, je rigole. T'imagines le mec qui change de sujet tout de suite. Mais non, vraiment, c'est les molécules. Je pensais que vous l'aviez pas entendu. Vous êtes chiant. Vous êtes chiant, là. C'est pas facile, ce matin. Je me suis levé plus tard que Gaël. Du coup, j'ai pas eu le temps de parler à quelqu'un. Donc ça y est, là, c'est la première fois. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Oh, les molécules. C'est le molécule. Surtout que la 3-MMC n'existe plus car la Chine n'en produit plus. Si c'est pour apporter un peu de beauté, tu peux y aller. Elle me chauffe pas, hein. Parce qu'il a des belles photos, en plus. Hein. Déjà qu'il a un beau sourire. Ne chauffe pas... on va sur le profil de Mosefenech, on change l'AD, on fait un scan sur Mosefenech, je te le dis tout de suite. Allez, on enchaîne tout de suite avec le grand... Ah non, je suis un ouf, moi. On va pas enchaîner tout de suite. Il va falloir, comme
la loi CKR le demande, que toutes celles et ceux qui se sont empressés de commenter, de jeter, de balancer des anathèmes, ils adorent dire ça, sur Rima Hassan, présentent leurs excuses les plus plates et sincères, et surtout qu'ils les présentent dans leur émission à heure de grande écoute. Parce que tu peux pas te retrouver à balancer quelqu'un sous les roues du bus et ensuite te dire ouais, non mais tranquille, on passe à autre chose, on peut parler d'autre chose. Non 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 non. Tut 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 tut. Pu 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 pu. Nu 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 nu. Je vais tout ça. Masse-moi les couilles. C'est nul. Vous condamnez les anathèmes? Est-ce que vous condamnez les anathèmes? Si jamais tu cherches des modos, je suis là. Bah écoute, ma foi, hein, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Bientôt les modos, ils vont se modérer entre eux. Au max, des excuses sur X, la vie de ma mère. Ça... Non, là, c'est des excuses dans leur émission. C'est des excuses pour avoir vraiment entretenu une shitstorm pendant plusieurs jours autour de Rima Hassan, alors même que vous n'aviez pas les éléments. Et c'est pas ça le jeu médiatique, parce qu'évidemment, quand il s'agit d'une personnalité que les médias apprécient, c'est-à-dire des personnalités plutôt de droite, plutôt d'extrême droite, là, il n'y a pas autant de véhémence. Il y a beaucoup de prudence. Et on le voit avec Quentin Durand, alors qu'ils ne connaissaient pas, hein, mais quand ils ont vu que c'était le petit gentil catholique qui était étudiant en mathématiques, c'est un néo-nazi, chacal. Néo-nazi. Néo-nazi, bien comme il faut. Il était là au mauvais moment. Il était là parce qu'il avait choisi d'être là, parce qu'il voulait se taper. C'est comme si demain, t'as un mec qui te dit hey, vas-y, je vais faire un combat de MMA contre Ramzat Chimaev. Ils vont dans l'octogone, il se prend un KO et qu'on devrait faire une minute de silence pour le KO. Bah pourquoi? En fait, il sait ce qu'il risque quand il va dans l'octogone. Bon, bah là, c'est pareil. Donc, non, ça méritait pas de mourir, mais ça méritait pas une minute de silence à l'Assemblée nationale. Donc là, je veux vraiment des excuses pour l'avoir sali comme ça. Et il faut qu'il y ait des plaintes aussi. Des plaintes en diffamation. Qui a fait fuiter ce truc-là? Et on va en parler après, parce que Darmanin, il s'en est bien lavé les mains. Quand on a découvert qu'il y avait un gars qui s'occupait de la communication de je sais plus quoi, un Sacha là, Strobkan et qui aurait fait fuiter en fait des éléments qui normalement n'auraient pas dû fuiter à la presse. Et là d'un coup, d'ailleurs il a fait un truc de ouf, Darmanin. On en reparlera après. En tout cas, force à Rima Hassan et j'espère que la justice sera faite, même si c'est compliqué tant qu'il n'y a pas la loi CKR. Donc on va donner de la sephore. Et d'ailleurs, ça en est où les pétitions Yadan là? On va aller voir ça. La pétition Yadan, pétition Yadan, pétition Yadan. Pétition Yadan, pétition Yadan. Alors, je veux la tête de la balance sur un pic. Je m'emballe. Les Républicains viennent d'annoncer une primaire. Mais non, putain. Ils la veulent, hein, mais il y en a plein qui vont pas vouloir le faire. Loi Yadan. Hop. On était à 600 000 la dernière fois que j'y suis allé. Alors moi je vais checker. Non à la loi Yadan. Tiens, ça y est, j'ai le lien. Ils me vénèrent leur vieux site là. Quand tu te connectes, à chaque fois il y a ce truc là, ça te fait flipper. Tu crois que c'est un message d'erreur. 635 000 signatures. Bah bah bah. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. C'est bien. Parce qu'à chaque signature, ça la fout en PLS, Caroline Yadan, et pour notre plus grand plaisir. Même si vous allez voir qu'il y en a qui ont pété un plomb pour interpréter ces résultats. On enchaîne avec le grand déstockage. Attends, je vais essayer un truc. Est-ce que si je dis... Attends. Ah, attends. Ah ouais, voilà. Ok, d'accord. Ah ouais, je vais faire ça maintenant. Dès qu'il y a un truc, genre quand je fais... La station thermale, elle clignote comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Voilà, je pensais à un truc. Là, direct de la station thermale. Et après, hop, ça repart comme ça. Voilà. Petit effet visuel. Ça, c'est pour celles et ceux qui prennent le temps de regarder l'image et pas que... Épilepsie. Oui, pardon. Pardon. Autant pour moi, c'est vrai. Tu l'accroches quand? Dès que j'ai le temps. Et là, ça en dit long. Hein. Je n'ai même pas le temps d'accrocher ça parce qu'il faut que
Je commande. Faut que j'aille chercher une perceuse. Parce qu'en fait, on sait pas si... Attends. Si c'est du placo... Ah non, ça c'est du placo. Non, ça c'est du mur. Ouais, je suis obligé. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Si c'est placo, j'ai cheville molly, j'ai cheville normale, j'ai cheville au corps, j'ai cheville la rue, j'ai toutes les chevilles, frère. À voir, à voir. Fais un stream bricolage. Fais ça avec de la colle. Donc non, derrière moi, c'est porteur. Donc, euh, donc voilà. Écoutez, ma foi, on va enchaîner. T'as les chevilles qui enflent, j'ai les chevilles qui enflent, cheville moi les couilles. Ah, cheville brisée, mince. Cheville processionnaire. Je sais même pas si c'est vrai ou pas, mais ça me fait rire. Je suis d'Arcueil, je passe t'installer ça quand tu veux. Moi, vous êtes trop chou. Patafix, ça passe, je pense. T'auras pas besoin d'un Fenwick. On va appeler Gallagher. Ah, c'est gentil. Ah, putain. Eh ben, bon courage à ta maman. Alors, le grand déstockage. On y va? On commence par le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Il y en a qui crient que c'est une victoire des Américains. D'autres qui disent, bah non, c'est une victoire des Iraniens. Bref, on écoute ça sur France Info. Delphine Minoul, grand reporter au Figaro. Delphine Minuit, les Iraniens aussi revendiquent la victoire avec tout cessez-le-feu surprise. Complètement, c'est-à-dire qu'ils se sont empressés de dire qu'ils avaient imposé une défaite cuisante, historique aux États-Unis. Quelque part, oui, indirectement, ils sortent renforcés de cette histoire puisque ils ont imposé leur plan en 10 points. Dans ce plan, alors qui va être discuté pendant la trêve, mais ils demandent à pouvoir continuer à enrichir l'uranium. Et d'un côté, Donald Trump dit c'est bon, j'ai réglé le nucléaire, et les Iraniens disent non, on va continuer à enrichir. Exactement. Qui croire et en parallèle, revenant sur le détroit d'Ormuz, en fait, ils sont aussi gagnants. Peut-être qu'ils rouvrent le détroit, mais sous leurs propres conditions, parce que c'est eux qui vont contrôler dorénavant le détroit d'Ormuz. Axe stratégique qui était au cœur de ces tensions et de cette escalade qui s'est accélérée durant la journée d'hier. J'ai pas écouté parce que Cécile, elle m'a fait rire. Je sais même pas ce qu'elle a dit, en fait. Mais c'est pas grave. Ah là là, putain. Ce qui se passe sur le salon reste sur le salon, voyons. De temps en temps, il y a des salons vocaux qui vont se faire après les émissions, comme un débrief pour prolonger les CKR. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, like right now. Voilà. Tout ça pour dire que maintenant, c'est l'Iran qui va contrôler un détroit qu'il ne contrôlait pas avant, donc c'est pas du tout une victoire. Voilà, tout ça pour dire ça. Sektieba qui nous dit: je ne sens pas trop ce cessez-le-feu. J'ai l'impression que Trump voit les Israéliens, qui vont voir les Israéliens vont faire une dinguerie. Il y a un petit mot qui manque et prépare le pire. Les Israéliens qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs parce qu'ils sont pas contents de ce cessez-le-feu. Les USA sont en train pendant 15 jours pour réapprovisionnement en missiles et en armes. Il y a peut-être moyen que ce soit ça aussi. En tout cas, les Iraniens n'ont pas plié et ils s'attendaient pas à ça. Menace to society, les députés LFI reçoivent une balle et des menaces de mort. Wow. Let's just take a look over there. Well. Alors. Toi, Mélenchon, l'islamiste. Donc là, on voit la balle à côté. Toi, Mélenchon, islamiste. Toi, Bonobo, la guenon. Toi, Pano, la grosse et grande gueule. Toi, Rima Hassan, la palestinienne qui vomit la France. Toi, Raphaël Arnaud, le milicien violent et fiché S. Je sais pas pourquoi il a mis des guillemets avec Arnaud. Toi, Louis Boyard, l'abruti du groupe LFI. Toi, Bompard, la grande gueule remplie de toc. Nous en avons 7 comme cela et vous allez vous les prendre dans la gueule avant 2027. Ah, et au début, il avait mis une autre date. Et après, il a barré, il a mis 2027 à la main. Vous êtes la honte de la République. Quittez le pays avant plusieurs petits points. Alors moi, je te cacherai pas que... Alors deux choses. Premièrement, les médias, bas les couilles. Imaginez-vous un seul instant que Zemmour aurait reçu des insultes dans la rue. Je suis sûr qu'il aurait eu un coup de fil du président pendant 40 minutes. Wait, c'est ce qu'il a eu. Alors imaginez-vous maintenant... Si une fois il a été chahuté, quelqu'un lui avait tiré le col de la veste, ils en avaient fait des trucs en boucle et tout. Et ça, tout le monde s'en fout.
Tout le monde s'en contrefout. Il a pris des œufs, ils ont fait 5 jours, la vie de ma mère. Et là, genre c'est explicite, hein. Alors après, je vous cacherai pas que, et ça c'est le deuxième point, ce qui me fait, qui m'interpelle, c'est le avant 2000 quoi. Parce que t'as vu, ils ont mis avant 2000, il a mis une date, après il a barré, il a mis 2027. Ça se trouve, il avait mis quelle date? Ah, ça se trouve, il avait mis 2020. Il avait mis 2026, il s'est dit non, je pense que là, ça va, en termes de timing, ça va être chaud. Je me demande, tu sais, si il a regardé son pote, il était là, avant 2026. T'as mis 2026? Ah, c'est chaud, hein, parce qu'on a déjà... Bah, il y a Marco, on doit faire son déménagement. Moi, j'ai le baptême du mioche. Le cousin qui se marie, je sais pas si j'aurai le temps de tuer les filles. C'est un peu short, hein. C'est un peu short. Très pro, en tout cas. Ouais, donc il s'est dit non. Tu sais quoi, on va mettre... Non, mai 2027. Non, parce que là, je sens que non, c'est un peu short. Il y avait plus d'encre dans l'imprimante, je te jure. Plutôt 207. Ah, mais laisse tomber. Raphaël Arnaud, à ne pas confondre avec Bernard Arnault, d'où les guillemets, carrément nul. Je sais même pas, ça se trouve, t'allais plus loin. Il doit fixer la station thermale avant. Ouh là là! Rempli de tocs. Bah, les tocs, tu sais, c'est quand t'as tu peux avoir plein de tocs, tu vois, des genres de cligner d'un œil tout le temps, d'avoir un mouvement de tête. Voilà, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. Putain, je cherchais l'acronyme, merci. Voilà. Donc il est rempli de troubles obsessionnels compulsifs. Ouais, des tocs de rangement, des tocs de plein de choses. Voilà, tout simplement. Comme Sarko qui fait ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, Paris, il en a, si. Peut-être un peu, tu vois. Il y a peut-être un petit côté, tu vois, mathématicien qui réfléchit et qui analyse tout. Comme ça, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas, en vrai, non. Il penche à gauche. Hein, ouais. Ah, il a mis des guillemets à Arnaud parce que c'est un nom. Ah, c'est des tics. Des tics ou c'est des tacs? Excellent. Enlève ta casquette, ils font un front pour faire Bompard, c'est pas gentil. Comme Hanouna, exactement. Toc de regarder ses carrières tous les jours en slip, voilà, par exemple. Les médias ont placé une cible dans le dos des LFI, dans le plus grand des calmes. À coup de histoire de Quentin de Ranc, à coup de... franchement, c'est choquant. À coup de Rima Hassan, à coup de tout le temps, à coup de Raphaël Arnaud. Et voilà ce qui se passe. Et derrière, ils n'en prennent même pas la responsabilité. Hein. Ils ne disent rien. Et ils ne reprennent même pas cette information comme si c'était pas nécessaire de la reprendre. Alors que si ça avait été l'autre connard qui se serait pris des œufs sur la gueule, là, et là, quand je dis l'autre connard, il y a plein de connards qui se sont pris des œufs sur la gueule, donc je préciserai pas lequel. Sektieba qui dit tellement des abrutis s'ils ne savaient pas comment écrire 2026, curieux de savoir, ils en reçoivent combien par an. Cécile, qui dit même pas capable de faire une lettre de menace propre, mais bon, avec la montée des violences, ça fait flipper quand même, on est gentil à gauche finalement, les élus de droite et d'extrême droite ne sont pas menacés, et quand ils le sont, c'est par leur propre camp s'ils ne les trouvent pas assez à droite, mais clairement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Affaire Epstein, des médecins complices? Des professionnels de la santé auraient aidé le milliardaire à mettre les jeunes filles sous contrôle. Poids, alimentation, vie sexuelle, réseau médical organisé et bien rodé. Wesh. Qu'est-ce cette histoire de ouf. Une femme opérée sur la table de la salle à manger de Jeffrey Epstein. Des gynécologues payaient des fortunes pour soigner les infections sexuelles de ses partenaires. Révélation sur un réseau de médecins qui a aidé Jeffrey Epstein à contrôler la vie et la santé de dizaines de femmes. C'est une ancienne reine de beauté qui est au cœur de ce réseau de praticiens, à la solde de Jeffrey Epstein, Eva Dubin. Un petit trigger warning, je pense que ça va être un peu glauque pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'entendre des histoires liées aux violences et aux agressions sexuelles, etc. Mais ouais, je suis choqué. Elle a été sa petite amie dans les années 80, avant de devenir médecin au sein du prestigieux hôpital new-yorkais Mount Sinai. C'est elle qui envoie les patientes vers les meilleurs spécialistes à chaque demande d'Epstein. Tu dois aller chez le gynéco, je viens de raccrocher avec Eva, elle va t'appeler. Au total, pour soigner les filles dont il profitait sexuellement,
Epstein a eu recours au service d'une douzaine de médecins. Ordonnances pour traiter des infections sexuellement transmissibles ou de l'acné, analyse sanguine ou encore pose d'implants mammaires. Le tout en violant régulièrement le secret médical. Une partenaire de Jeffrey Epstein s'en plaint dans ce mail. Tous les docteurs que tu paies directement te tiennent très informé de mes traitements. Un épisode illustre les passe-droits d'Epstein. En 2012, il sollicite Eva Dubin en urgence. Une de ses partenaires s'est gravement blessée à la tête. Elle s'est blessée en tombant d'un quad et elle a besoin de points de suture et d'une radio pour vérifier qu'elle n'a pas de traumatisme crânien. Eva Dubin répond alors « Ok, le docteur Jesting se tient prêt. » Contre toute pratique médicale, le médecin accepte d'opérer au domicile d'Epstein, sur la table de la salle à manger. 35 points de suture. Était-ce pour des soucis de discrétion que l'opération n'a pas eu lieu à l'hôpital ? Quelques mois plus tard, Jesting sollicite un financement de $50 000 auprès d'Epstein, qu'il obtient. Il se rendra également sur l'île du milliardaire avec sa famille. Contacté, il ne nous a pas répondu. Ce dermatologue, Steven Victor, a également soigné de nombreuses femmes à la demande de Jeffrey Epstein, qui a investi $100 000 dans sa marque de produits de beauté. En 2009, ce médecin envoie un mail au ton menaçant. J'ai accepté de ne pas faire payer tes amis, mais tu ne peux pas continuer à me les envoyer. J'ai été loyal et je n'ai jamais parlé aux journalistes qui m'appellent tout le temps à propos de toi. Réponse d'Epstein. Tu n'as pas payé tout ce que tu me dois. Steven Victor n'insiste pas et continue d'obéir au milliardaire. Nous avons contacté le dermatologue et il nous assure qu'il n'avait connaissance de rien. J'ai appris dans la presse en 2019 ce qu'Epstein avait fait. C'est clairement un psychopathe et je regrette d'avoir eu des liens avec lui. Parmi tous les médecins avec qui Jeffrey Epstein a échangé, le plus connu est sans doute Peter Attia, une star des médias. Comme beaucoup d'entre vous, je suis submergé par le nombre de conseils de santé contradictoires. Les mails révèlent sa proximité avec l'homme d'affaires. En 2015, Peter Attia lui écrit « Tu sais quel est le plus gros problème dans le fait d'être ton ami ? La vie que tu mènes est extravagante et je ne peux la raconter à personne. » Dans un communiqué, Peter Attia dit ne jamais avoir été impliqué dans une activité criminelle, mais regrette d'avoir envoyé ces emails, inexcusables selon lui. Peter Attia a démissionné de son poste de chroniqueur à la télé. Les autres médecins, eux, ont conservé leurs emplois. Aucune poursuite judiciaire n'a pour l'instant été engagée. Des crapules, des sombres merdes, vraiment des sombres merdes. Et quand tu penses à Yael Braun-Pivet qui veut pas lancer une enquête parlementaire, t'as envie de lui dire alors l'excuse c'est de dire quoi ? Non, s'il y a une enquête à faire, c'est la police qui doit la faire, parce que les enquêtes parlementaires, elles vont faire des enquêtes que sur des choses où la police n'est pas allée, enfin où la justice n'est pas allée. Mais là, cousine, tu vois la justice s'activer ? C'est un truc de ouf. Les États-Unis ont déclaré que personne ne sera poursuivi pour les dossiers Epstein. Mais non. Et la guerre a eu l'effet escompté, on ne parle plus d'Epstein. Non mais c'est vrai, je dis Epstein et Epstein, moi, t'as vu, j'enchaîne. C'est incroyable. C'est ouf. Ouais, je te jure, comme le dit Hakim, elle est où l'enquête, Yael ? Elle est où, là ? Les preuves s'accumulent. Et tu sais que t'as des potes qui trempent dedans. Ça continue. C'est un des pires trucs qu'on ait pu découvrir de la part des ultra-riches. Là, c'est qu'en fait, on est en train d'entrouvrir la porte des ultra-riches. Pas des riches, des ultra-riches. Quand t'as trop d'argent et trop de pouvoir. Voilà ce qui se passe. Et c'est ça qui vous met mal, c'est qu'en plus, tout le monde est lié. C'est qu'il y a trop de gens, vous étiez à un contact de connaître quelqu'un qui est dans les dossiers Epstein, et ça vous rend ouf. Mais genre, je suis choqué. Bref. On a Renaud Girard qui dit « Je comprends que vous, les Israéliens, vous voulez vous mettre la civilisation. » Et là, Noémie Alioua, vous savez, là, on la voit souvent, grand reporter, qui dit vous allez arrêter de me dire vous, les Israéliens. Ouais, bon, ouais, tu sais, les anciens... je crois que c'est pas un ancien militaire, lui. Ils sont sans filtre en ce moment quand ça commente la guerre. On va regarder
cette joute verbale. Des choses, c'est pas de bombarder les gens et ensuite de se désintéresser de ce qui se passe, de la dévastation qu'il y a en dessous. Si vous avez vraiment envie, si vous pensez qu'il est fondamental de changer le régime, eh ben, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut prendre Berlin et il faut mettre une nouvelle administration en Allemagne. Alors, monsieur Girard, voilà, moi je vous propose une autre solution. Laissez Berlin, d'accord ? Laissez tout ce qu'il faut. Laissez le peuple iranien se faire massacrer, laissez ce régime obtenir la bombe atomique, laissez-les augmenter leur stock de missiles à longue portée pour tirer sur toute la région. Ne faites rien, mettez vos chaussons, surtout, ne faisons rien. Voilà, regardons ce qui est en train de se passer, mais Regarde, on fait rien contre la Corée du Nord et du coup il se passe rien, alors qu'ils ont l'arme nucléaire. C'est d'abrutis. Surtout, faisons en sorte que personne ne se mouille et surtout pas ces méchants Américains, parce que quand même, il y a des risques aussi pour nous. Et donc, laissons ce régime continuer à distiller la violence sur son peuple et sur la région. Est-ce que c'est ça que vous proposez ? Moi, je comprends que vous, les Israéliens, je ne suis pas, voulez, monsieur, vous allez arrêter de dire vous, les Israéliens, parce que moi, je vais vous dire, vous, tous les chauves de France, ça suffit toujours. Tous les chauves de France. Aïe, 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 aïe. Ex-grand reporter, ouais. Et il a dit vous, les Israéliens. Elle a dit vous, les chauves de France. Oh, c'est n'importe quoi, le niveau. C'est une guerre israélienne que je m'appelle Noémie Aliwa, je suis journaliste. Vous allez arrêter de m'essentialiser, sinon je... Non, tu répètes les éléments de langage de l'armée israélienne. C'est pas du journalisme. Vous essentialise à tous les chauves de France. Vous pouvez m'essentialiser comme journaliste français. Ça suffit. Vous défendez cette guerre. Et ça fait 3 fois que je vous dis d'arrêter de m'essentialiser. Ah bon, vous défendez ou vous défendez pas cette guerre ? Ne dites pas vous, s'il vous plaît. Vous défendez cette guerre. Déjà bien. Mais répondez sur le fond, Renaud Girard. Quand Noémie Aliwa vous dit, au fond, votre idée, c'est on ne fait rien. Apparemment, hier, il a dit à Rochebain, vous les Suisses. Lui, c'est un vous-voyeur, lui, vraiment. Mais sale. Vous les Noirs, vous les Suisses. Vous les hommes en surpoids. Quoi ? Qu'est-ce qui te... On laisse les Iraniens se débrouiller. Alors, je suis très touché par le fait de la volonté des Israéliens, même des Américains, d'introduire la civilisation, la démocratie. Elle a vraiment dit un contre Uno, t'es chauve. Non, mais c'est gamin as fuck. Et la stabilité. Ah non, il est juste éditorialiste. Je pensais que c'était un ancien colonel. Comme ils l'ont dit au Moyen-Orient. Mais par exemple, pour les Israéliens, je me demande, l'Iran, c'est un peu loin d'eux. Ils ont un peuple qui a des problèmes, une affaire qui n'est pas réglée, qui s'appelle le peuple palestinien. Est-ce qu'ils font quelque chose ? Mais même plus proche d'Israël, il y a le Soudan. Mais pourquoi est-ce que les Israéliens, les Américains n'interviennent pas au Soudan pour arrêter par la force une guerre civile, une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts pour effectivement établir répondez à ça, Isaac Barchi. J'avoue, il a redit les Israéliens en la désignant de la main. Il lâche pas l'affaire. Les Israéliens nous disent. Il s'est fait des grands gestes, le bâtard. Oh là là, il a pris le pelouik de Gallagher, la vie de ma mère. Ah, il est venu pour abattre. ADP qui dit en tant que chauve, je suis fier d'être représenté par Monsieur Girard. Ça reste un mec du Figaro. Sakiba qui dit la réponse de la femme, puller le seum de ouf. Mon gars, Virgile Beauchot. Allez checker Virgile BCD, un pote à moi journaliste avec qui j'ai bossé. Toujours basé, qui nous parle de la couverture médiatique du pilote américain qui avait été récupéré, tu sais, versus... bref, vous allez vite comprendre son take. 2 minutes, c'est quasi du miel, on va pas se mentir. Je suis en pleine indigestion. Et c'est pas à cause des chocolats de Pâques. Revenons maintenant sur ce qui s'est précisément passé pendant la trentaine d'heures entre l'éjection de cet aviateur et son sauvetage. Ce colonel a dû survivre dans une région montagneuse alors qu'il se savait aussi recherché par les Iraniens. À quoi concrètement peuvent ressembler ces 36 heures ? Ces 36 heures, en fait, c'est un énorme stress, en fait. Et on imagine que depuis 48 heures, vous pensez à ce soldat qui est peut-être toujours, effectivement, en train de se cacher pour essayer d'échapper aux gardiens de la Révolution. On pense à quoi
À ce moment-là, à quoi on se rattache finalement pour survivre? Pardon, mais pourquoi tout le monde est en boucle sur cette histoire? Quand je dis tout le monde, c'est surtout les médias. Ça vous intéresse, vous, de savoir les moindres détails à propos de ce pilote? Parce que ça se trouve, je suis un gros rabat-joie. J'ai carrément reçu plusieurs notifications pour me tenir au courant de l'avancée de l'opération. Et sur France Info, on irait même jusqu'à s'inquiéter pour ce pilote. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous avez des doutes quant à la survie de ce pilote qui a donc été éjecté de son F-15 Eagle tout à l'heure et qui n'a toujours ni été retrouvé ni secouru? Franchement, je pense qu'il y a que les gens qui sont impliqués dans les opérations de sauvetage actuellement qui peuvent avoir un avis étayé sur la question. On sait le coût de l'opération. Comment s'est passée l'exfiltration? Bah c'est simple, hein, presque tous les gros médias ont fait le même article, ce que l'on sait. Comment on pourrait la qualifier cette histoire? Ah, je sais, complètement dingue. Bernard Guetta, je vous voyais réagir en entendant le récit de Patrick Dutartre. Vous disiez, bon, sans rien trahir, vous êtes complètement dingue. Écoutez, moi, ce que j'admire le plus, c'est que cet homme ait pu monter jusque 2100 mètres d'altitude dans la nuit, alors qu'il était blessé. Bon, je sais, ça fait un peu série hollywoodienne, cette histoire. C'est vendeur. Mais ce 2 poids 2 mesures, Patrick Sauce sur BFM, après la frappe sur une école iranienne. Vous vous souvenez? C'est une phrase très tarte à la crème, mais c'est la guerre. C'est la guerre et il y aura des victimes civiles. Note pour moi-même, garder l'empathie pour les soldats américains et non pour les milliers d'innocents en Iran et au Liban. Abonne-toi. Il a tout dit, hein. Il a tout dit. C'est la guerre. C'est la guerre, voilà, c'est tarte à la crème, c'est la guerre. Merci. Enfin, un vrai journaliste. Je suis très fier de Virgile. Je l'ai connu quand je faisais animateur radio sur Swig, Kevin Razi Morning Swig. Et c'était mon journaliste qui venait faire toutes les demi-heures les flash infos, tu vois. Et là, il a quitté le bateau, il s'est mis en indépendant et il est basé comme au baseball. Allez suivre ce bon Virgile Beauchot. Que je l'appelle Virgile Gauchot maintenant, tellement il me surprend. Il représente Atismons comme il se doit. Voilà, l'ambianceur d'Atismons comme on l'appelle. Tarte à la crème dans ta gueule, je te jure. Il est fort, Van Dyke. Oh le bâtard, Van Dyke. J'adore Virgil Van Dyke. Bon, il est un peu plus foncé, mais non. Attends, il y avait un autre. Putain, on disait qu'il ressemblait à un joueur de foot en plus, mais j'ai plus. On l'appelait comment? Un joueur de foot qui était au PSG là, qui était un peu claqué même, un blond. On l'appelait tout le temps comme ça. C'était ton Michael Youn à toi. Ok, je sors. Oui, sors bien loin. Attends. Draxler, voilà, on l'appelait comme ça, putain. On l'appelait Draxler de ouf à l'époque. Tu l'as eu. Le niveau de l'école de journalisme française est de pire en pire. Les médias censés être une école de pratique pour les jeunes étudiants dans le domaine. Pas plus pire comme exemple pour eux, du coup, cauchemar continue. Bon, allez suivre Virgile BCD et vous dites que vous venez de la part de CKR, il sera content. Mon Gallagher Fenwick est devenu la bête noire des pro-Bibi, pro-Netanyahou à Skip. On va regarder ça tout de suite, attendez. Hop. Allez, vas-y, balance-nous ça. Les nouvelles bêtes noires de la sphère réactionnaire des Trumpistes et des pro-Netanyahou. Comment vous vivez ce nouveau statut de bête noire, Gallagher? Je ne pense pas que je sois une bête noire. Je sais qu'il y a une guerre qui a été déclarée. Je savais pas pour Michael Youn, autant pour moi, désolé. Au fait, à une idée que je me fais de l'objectif. Ah oui, je suis un ouf, moi. C'est le moment de mettre le jingle. Putain. Alors, on va regarder un extrait de Gallagher Fenwick. Donc, évidemment, qui dit Gallagher Fenwick dit le jingle de Fenwick. Avec la musique qui part en couille à la fin. D'un coup, il y a 4 batteries qui arrivent pas à se mettre d'accord. On se la remet. Ah, ça teuté là, merci. Purée de pommes de terre, merci. Allez, on écoute.
Je l'ai tagué, mais je sais pas s'il check son X ou... Les nouvelles bêtes noires de la sphère réactionnaire des Trumpistes et des pro-Netanyahou. Comment vous vivez ce nouveau statut de bête noire, Gallagher? Je pense pas que je sois une bête noire. Je sais qu'il y a une guerre qui a été déclarée aux faits, à une idée que je me fais de l'objectivité. J'essaye d'être davantage dans les valeurs que dans les saveurs, parce que ce qui me dérange dans cette époque, c'est que certains pratiquent une sorte de bricolage philosophique où on est pour le droit international sur un sujet et on fait flotter ce grand étendard, mais qui devient un fanion, voire un timbre-poste sur d'autres territoires quand il s'agit d'en parler. Donc j'essaye certainement par paresse et parfois de manière maladroite d'être cohérent. Et donc le droit, moi je ne le dis pas parce que j'ai pas une formation de juriste, mais je peux, comme tout le monde ici, le lire. J'essaye de m'en servir comme référence. Alors parfois ça marche. Et parfois, c'est compliqué. Compliqué envers qui? Envers... Et plus le temps passe, plus Barthès, il est assis au-dessus de sa table. Ça n'a aucun sens. Le frérot, bientôt, on va le voir comme ça pendant l'émission. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation au Liban? Redescends, là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as monté ton siège comme ça, là? Frérot, là, comment tu t'assois, là? Mais c'est pas le principe d'une table. Ou alors, mon frère, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas, putain. Qui? Il a été soulevé par Fenwick. Eh ben oui! Les batteries. Hop, on continue. Ah putain, les batteries à la fin, elles me dead. Allez. On dit que vous êtes anti-américain, anti-israélien. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors d'abord, on vit à l'époque aussi des étiquettes. Et cette injonction à appartenir à un camp. Alors que je crois qu'il existe une autre voie. Celle qui consiste à dire non à Trump, non à Netanyahou, non au Mollah. Et oui au droit, à la diplomatie, à la raison, à la désescalade, ce qui n'exclut pas l'emploi de la force, mais l'encadre. C'est une autre manière d'avoir un rapport à l'autre, à l'ailleurs, et aussi aux problématiques qui nous préoccupent. Et je regardais vos sujets tout à l'heure, et qui expliquent ces chiffres d'audience. Pourquoi est-ce que les gens sont collés à leurs écrans? Parce que ce qu'on fait en ce moment, c'est de l'insécurité aussi, mais de l'insécurité géopolitique, pas de proximité. Il a dit les termes, hein. Il a dit les termes. Non, mais en plus, être anti-américain alors qu'il est franco-américain, c'est totalement con. Il est juste basé, c'est tout. Hein. Ouais, un jour, peut-être qu'on aura l'occasion de lui parler. Et d'ailleurs, dans son intervention chez Quotidien, il a vraiment dit les termes. Il a donné une leçon de journalisme à ces anciens gauchistes qui sont devenus des glucksmaniens. Et vraiment, pour le coup, ce que j'ai adoré, c'est con, hein, mais il y a un plan de lui où il arrive et il est de plein pied, d'accord? Quand il arrive sur le plateau. Qui avait déjà vu les jambes de Gallagher Fenwick? Personne. Parce que dans les émissions, quand il est invité, il est déjà assis. On voit Gallagher Fenwick en entier. Déjà, il a l'air grand. Mais au-delà de ça, Gallagher Fenwick, il était en Nike Air Max, chacal. J'ai pas su lequel c'était, mais il était en Air Max. J'ai trouvé ça incroyable. J'aurais bien aimé vous montrer, mais là, frère, cousine, sœur, ça va être long parce que TF1 replay, tu te manges environ 16 minutes de pub avant de pouvoir lancer un truc. Mais ouais, je tâcherai de trouver ça. Je vous mettrai ça sur le Discord si j'ai le temps. Gallagher a des jambes, les gars, des jambes et tout. Un vrai humain. Alors, le terme Kevin, le Glugluxman. Ouais, c'est ça, le Glugluxman. Il est bête noire parce qu'il est mesuré, rationnel et intelligent. On en est quand même là, hein, dans la façon dont on décrit un journaliste qui fait son travail. Vous êtes un peu la bête noire, mais parce qu'il dit des faits. Mais c'est n'importe quoi. Ensuite. On a quoi, les commentaires? Fenwick, les monte en l'air, de haine. Leïla qui dit désolé, mais depuis ce que j'ai vu ce matin dans ces CKR, je ne vois plus cet homme de la même manière. Retailleau qui revient sur les menaces de son sénateur sur Nassira El Moadem. Ah! Ok, on va voir. Hop. C'est de l'IA, j'y crois pas. Pas concernant le
Il est honnête intellectuellement. Quand il fait le moindre écart, il l'annonce carré. Oui, voilà, c'est un gerbeur, comme on dit dans le jargon. Je veux juste parler de la brutalisation du débat public et de ce qu'on en fait quand on est patron d'un parti. Qu'est-ce qu'on fait avec des membres d'un parti? Je sanctionne quand régulièrement. ils dépassent les bornes. Simplement. Alors, non, madame. écoutez. Attendez, je reviens, Benjamin Lemel, parce que c'est trop facile. On part d'un observatoire des insoumis où on va suivre, parce qu'il y a eu des violences. Regardez le soir des élections. Ces gens-là, la victoire électorale ne leur suffit pas, il faut plus. Non, mais comme à chaque élection, peu importe le parti, ferme là. Il faut une sorte de mort sociale pour ceux qui ont des faits. Des élus, les Républicains, comme des élus PS d'ailleurs. Vous avez un mouvement qui, pour la première fois, sous la Ve République, théorise la violence, la brutalisation, la conflictualisation. Ah ouais, et toi quand tu dis abat le voile, bien sûr, tu théorises quoi? Chacal. Il est fou, lui. L'antisémitisme, le racialisme. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? On a entendu ce que vous aviez à dire sur la France Insoumise. On repose la question. Vous avez un sénateur Les Républicains qui s'appelle Thierry Ménien, qui était maire du Blanc-Mesnil, qui a fait l'objet d'un livre enquête d'une journaliste dont il a dit, encore une fois, je vais reciter la phrase, je vais la faire condamner pour diffamation, je vais la fouetter, j'irai au bout. Mais c'est à la justice. Une enquête. Non, parce que quand c'est des histoires de Quentin Deranque, etc., vous voulez tous que LFI se positionne. Là, il n'y a pas de c'est à la justice de trancher. Chacal, tu mens. Il n'y a pas de c'est à la justice. T'aimes bien te substituer à la justice. Eh ben, il faut répondre maintenant de ça. Est-ce que vous allez sanctionner ce sénateur Les Républicains? Écoutez, moi je n'ai pas encore lu cette enquête, donc j'apprends. Mais il n'y a pas à lire, Chacal. On te dit, il y a une plainte qui a été... Enfin, il le dit noir sur blanc, Chacal. Il le dit noir sur blanc. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Les termes, etc. Ce matin. La phrase à notre consoeur du monde, elle est assez explicite. Mais attendez, mais vous me l'apprenez, donc je vais regarder et je vais le convoquer. De ouf, il expérimente vous condamnez le Hamas. Exactement ça. Et on va regarder très précisément. Je n'ai jamais rien laissé passer. Mais très franchement, la façon dont cette question est posée pour évacuer la dangerosité de LFI en dit très très long, justement sur les sous-entendus. Oh là, Bruno Retailleau, je vous rappelle que vous êtes sur France Inter et qu'on n'aime pas du tout LFI, donc c'est vraiment pas à nous que vous pouvez faire ce procès. Je pense que, pardonnez-moi, il suffit d'écouter les interviews qu'on a pu faire ici des membres de la France Insoumise pour constater que les questions sur la question de la brutalisation du débat, elles sont posées, quels que soient les invités qu'on a en face de nous. On aurait pu parler du maire réélu d'Arcachon, Yves Foulon, qui a menacé et insulté l'un de ses opposants écologistes. Mais le temps nous est compté. Oui, parce que l'opposant écologiste avait pris en photo sa maison privée et que c'était une atteinte finalement à la vie privée. Donc voilà. D'accord. Il y avait on peut dire fils de pute, enculé, ça va être terrible pour vous et votre famille. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Mais il y a un contexte. Voilà. Quand il y a des mots qui ne sont... Ah d'accord, mais quel sombre cul va pisser. Oh là 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 là. Oh, je suis choqué. Ah bah, donc il y a le contexte. Là, ça passe alors. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Mon Dieu Seigneur Marie-Joseph, ayez pitié de nous, pauvres et pécheurs. Oh là 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 là. Bah oui, on peut menacer de mort, au calme, c'est des écolos. Ce mec n'a aucune race. Je comprends pas comment on a pu le mettre aussi haut. Bah si, parce qu'il a décidé d'être un racelard assumé. Et là, d'un coup, mais... Oh, je suis choqué. Je suis choqué. Vraiment. C'est une sombre couvapice. C'est incroyable. Oh là là, ce cheesecake de smegma qu'il est, celui-là, je suis désolé d'être vulgaire. Mais là, tu peux pas être... Et il a été ministre de l'Intérieur en plus, purée de pommes de terre. Je vais le convoquer et on va boire le café. Non, mais je te jure. Je suis choqué. Je sais pas. Dans le contexte où il dit abat le voile, on peut se lâcher. Alors non, mais dans ce cas, mais on va tout abattre alors si on peut. Vraiment, j'ai l'image, Kevin, c'est pas cool. c'est un vrai danger pour la République et pour la France. Il n'y a plus de république quand le pouvoir ne s'impose pas à lui-même le respect de la loi, Gaston Monnerville. Donc là, clairement, je peux vous le dire, c'est le Far West. Mais pour eux, pas pour nous. Sektiba qui dit, elle est pas mal celle-là, pour tout le monde, pas d'excuses, on va même créer un tribunal politique médiatique contre... Mais par contre, quand c'est dans son propre camp, il faut regarder le contexte. J'espère que ça ne va jamais arriver au pouvoir. Catherine qui nous dit, vous êtes très loin d'être juste Monsieur Retailleau. Chris, voilà encore une fois, leurs deux poids, deux mesures...
dur avec les autres, mais nous, on peut laisser passer. On est l'arc républicain des saltimbanques LR. Ça me dégoûte. Ça me sidère. Ça me foudroie. On va passer en mode lecture. Languet Soma, je te jure. Ah, on ne traduira pas, par contre. On y va pour un peu de lecture. Gabriel Zucman. Tiens donc. Alors. Gabriel Zucman a fait des tweets. L'économiste, je vous rappelle, qui est à l'origine de la proposition de la taxe Zucman qui a été rejetée. Qui proposait de taxer à 2% les patrimoines des ultra-riches qui représentaient... Combien de personnes ça représentait ? Dites-moi dans le chat, je sais plus. Je l'ai tellement dit, je l'ai oublié. Ça représentait 1800 foyers ? Même pas ? Je sais plus. Et là, il dit « Bonjour, Pépouillane. J'ai été très surpris par ce communiqué qui affirme que Total Energy ne délocalise pas ses profits dans des paradis fiscaux. Dans ces moments graves, les citoyens méritent de la clarté. Qui profite de la guerre et en utilisant quel mécanisme ? » Alors, on va aller voir ce qu'il lui dit. J'imagine que c'est Pépouillané. Ah, c'est Pouillané, d'accord. C'est Pouillané, c'est le patron... pardon, tant pour moi, Pépouillane. C'est 1600 foyers fiscaux, je crois. Un truc comme ça, hein, ouais, c'est un truc comme ça, mais j'avais pas le chiffre exact. Pour y voir plus clair, je me suis plongé, donc là c'est Gabriel Zucman qui parle, dans votre comptabilité, votre Patrick Pouillané, voilà, cherchez son blaze, Pépouillane. Je respecte pas, mais en même temps, il nous respecte pas non plus. Pépouillane, on va l'appeler Pépouillane. La molle les couilles. Pépouillane, qui est patron de Total Energy. Alors il dit, depuis 2022, vous publiez une ventilation de vos activités et de vos impôts pays par pays. Mais c'est un travail de détective qu'il faut effectuer, car votre utilisation des paradis fiscaux y est doctement escamotée. Regardons tout cela ensemble. Premier élément, Total Energy ne paie quasiment pas d'impôts sur les sociétés en France. Année après année, vous déclarez en effet y réaliser des pertes, bien que vos bénéfices dépassent les 20 milliards au niveau mondial. Et bien que vous employez 37 000 salariés dans l'Hexagone. Où atterrissent vos profits ? Dans vos comptes, vous listez quelques paradis fiscaux comme les Bahamas ou les Bermudes, où vous ne déclarez aucun bénéfice. Savamment mis en exergue, ces exemples doivent faire croire que, comme vous le prétendez, vous ne délocalisez pas vos profits dans les pays à faible fiscalité. Mais il faut lire le tableau jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, jusqu'à cette ligne pudiquement appelée reste du monde, où l'on voit la bagatelle de 11,5 milliards de dollars de bénéfices en 2022 imposée à un taux de 4%. Année après année, vous déclarez des milliards de profits dans ce mystérieux reste du monde, de l'ordre de 25 à 30% de vos bénéfices mondiaux totaux. 11,5 milliards sur 49 milliards au total en 2022, 9,1 milliards sur les 28 milliards total en 2023, 5,9 milliards sur les 23 milliards en 2024, toujours imposés à des taux très faibles. Quel pays se trouve donc derrière ce reste du monde ? Nul ne le sait pour sûr, puisque vous ne l'indiquez nulle part. Mais les informations disponibles dans le domaine public vont nous mettre sur la voie, car il y a un centre de profit névralgique pour Total Energy, qui n'est pas mentionné une seule fois dans vos comptes, mais dont bruisse l'actualité. Un pays qui héberge ces activités de négoce sur lesquelles vous n'aimez guère que l'on s'étende, activités qui vous ont apparemment rapporté 1 milliard il y a quelques jours encore. Ce pays ne mérite pas, d'après vous, sa ligne à lui dans votre comptabilité, au contraire de l'Eswatini ou des Fidji. Vous l'incluez donc pudiquement dans le reste du monde. Ce pays, c'est la Suisse. Aïe, 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 aïe. Total Energy ne délocalise pas ses profits dans des pays à faible fiscalité, que ce soit en période de prix élevé ou non, nous dites-vous. Vos comptes montrent néanmoins que vous avez déclaré 5,9 milliards de profits en 2024. Dans ce reste, et 11,5 milliards en 2022, période de prix élevée. Dans ce reste du monde, la fiscalité si douce qui comprend la Suisse. À la fiscalité si douce. Soit 1 million de bénéfices par employé en 2022. Quelle productivité! C'est ainsi que vous avez échappé à la taxe sur les super profits de 2022. Celle-ci ne s'appliquant qu'aux bénéfices enregistrés en France, inexistants d'après vous. Les 11,5 milliards du reste du monde y ont échappé.
La leçon n'est pas qu'il serait vain d'essayer de vous taxer, elle et tout autre. Pour faire payer les profiteurs de guerre, ce sont les super profits mondiaux qu'il convient d'imposer. Ceux enregistrés en France comme ceux du reste du monde. Merci Gabriel Zucman. Et si on n'avait pas d'économistes comme ça, basés comme au baseball, ou de journalistes, on n'aurait pas pris le temps d'étudier tout ça. Et vraiment, c'est... mais merci. Vraiment merci. Vraiment merci. Incroyable. Incroyable. C'est ultra important et nécessaire son travail. Vraiment basé comme au baseball. On va aller dans un autre scandale de lecture. Cette fois-ci, c'est Patrick Gluckman, avocat il est avocat de qui déjà? Il a été l'avocat de beaucoup de monde, lui. Il a fait Thinkerview à Kim hier. Super. Moi, hier, j'étais jury dans le micro drôlement ouvert pour Radio Nova, où, en gros, 10 chroniques... Enfin, sur 350 candidatures, il y a eu 10 chroniqueurs qui ont été choisis, chroniqueurs et chroniqueuses, c'est des humoristes, pour être potentiellement les futurs... le ou la future... artiste de Radio Nova à faire des chroniques et tout. Et franchement, le niveau était incroyable. C'était Walidia qui présentait la soirée. Et franchement, j'ai kiffé. Le niveau était incroyable. Voilà. On a voté pour 5 personnes et la finale aura lieu dans 2 semaines. Voilà, comme ça, vous savez. T'as des liens avec Nova? Non, mais parce que... en tout cas, je l'ai construit. Mais comme je vous l'ai dit, à l'époque, je voulais grave y aller. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Parce que je suis bien avec vous. 296 personnes, ça décolle pas. De quoi tu parles, Sekieba? De 296 personnes, j'ai pas vu le... Salut Kevin, quand est-ce que tu as ta chaîne TNT? Parce que sérieux, on dard là. J'aimerais bien. Walidia aime taper sur LFI. Ah, sur le live? 2 personnes sur Twitch? Ah ouais, c'est pas grave, on est 757 au global. C'est bien, c'est... T'inquiète. C'est... Et vraiment, hein, moi je rêve qu'on ait plus de tipeurs, plus de vues sur YouTube, mais si sur Twitch et sur YouTube en live on peut rester avec ce niveau de gens, ça me permet de vous lire et c'est quand même plus agréable. Alors, on lit ce post de Patrick Gluckman, avocat, qu'on a déjà vu plusieurs fois se faire couloutamam dans les médias. Il est en réaction à la pétition contre la loi Yadan. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Je mets pas de truc. Pour ou contre les Juifs? Voici un message que je ne pensais pas écrire un jour et que je regretterais sans doute un jour d'avoir écrit. Déjà, le mec, il commence par pour ou contre les Juifs. Pour lui, la pétition contre la loi Yadan, elle se résume à ça. Non, mais déjà, c'est une dinguerie. Le mec, comment il ment et il instrumentalise cette pétition noble pour en faire un pour ou contre les Juifs. Comme si, d'ailleurs, tous les Juifs, parce que les Juifs, c'est un ensemble, ce serait un ensemble homogène qui pense exactement la même chose, etc. C'est scandaleux de dire ça. Et surtout que la pétition n'a rien à voir avec ça. Donc c'est en plus d'être scandaleux, c'est un mensonge. Non mais il est complètement siphonné. Vraiment, il est complètement jeté. C'est une pétition contre une proposition de loi qui veut pénaliser une certaine forme de critique de l'État d'Israël. Ça n'a pas lieu d'être dans un pays de liberté d'expression. Ça n'a pas lieu d'être qu'un pays propose une loi qui condamne la critique d'un autre pays, en fait. Chacun, on en est où? C'est-à-dire que nous, on pourrait dire la France, c'est un État nazi. Tranquille. Mais par contre, si on dit Israël, c'est un État nazi dans sa façon de traiter les Palestiniens, dans sa façon de faire la guerre à tout le monde, dans sa façon de les mettre en prison arbitrairement et même de les pendre, là, non, on pourrait pas en France. C'est juste ça, en fait, qu'on est en train de démêler, qu'on est en train de pointer du doigt. C'est cette absurdité de se dire qu'on est dans un pays qui est la France, de la liberté d'expression, et que notre liberté d'expression s'arrête là où les droits d'Israël commencent. Non, mais ça, c'est quoi, ça, en fait? On est en France, chacal. Bleu, blanc, rouge, c'est pas bleu, blanc, bleu.
Chacal, tu peux pas comprendre que tu peux nous encourager plutôt à nous dire que c'est cool d'avoir un esprit critique. On peut, frère, on est là en train de vanner Macron, dire ouais c'est un teubé, machin, il sort avec sa daronne, sa femme c'est un queumé, et tous les gars on y va, transphobe, machin, tout y passe. Bon, il y en a parfois qui se sont fait attraper. Mais là, Netanyahou, Israël, non, pop. Frère, on est dans un pays, nous on met des claques à notre président. Je sais pas si tu vois le délire un peu, tu vois. Il y a des gens, ils mettent des claques, à Macron, Chacal. Et là, t'es en train de nous dire, par contre, on peut pas aller. Alors, les gars, alerte générale, l'extrême droite et les macronistes ont prévu des trucs pour faire travailler le 1er mai. Le texte est en train de se faire voter actuellement. Ah, shit. Bref, on continue ce message qui commence très mal. On a un tel pays de tarés. Non, mais quand les Belges m'ont dit, pour nous, les Français, vous êtes les États-Unis de l'Europe. Waouh, ça, il y en a, ils sont assis carrément en entendant ça. Ils se sont dit, ah ouais. Et ouais. Alors. Ah, trop bien. Mon interview avec Sandrine Rousseau pour le Média Melty, elle est confirmée là. Pour la fin du mois. Ah, j'ai hâte. Faut que je lise son livre. J'ai 1000 trucs à lire là. Bref. Alors, 500 000 personnes s'opposent à une loi qui vise à réprimer les nouvelles formes d'antisémitisme. Voilà qui interroge alors qu'il s'en était trouvé la moitié pour s'opposer à la réforme des retraites. Tout projet de loi suscite un débat, des craintes et des espoirs. Mais 500 000 opposants sur un sujet qui devrait faire consensus et agiter quelques spécialistes et énerver des militants radicaux, c'est sidérant. Chacun y va de son argument sur ce qu'il voit dans le texte. Soutien à Netanyahou, criminalisation du soutien à la Palestine, et qui n'y est évidemment pas. Mais à la fin, cela revient toujours à l'éternelle question qui se repose en République comme ailleurs, et que résumait violemment un groupe WhatsApp d'étudiants à Paris. Un groupe WhatsApp d'étudiants à Paris, hein. Pour ou contre les juifs. Il y a 130 ans, le sionisme naissait quand Herzl a conçu la nécessité d'un État juif au vu de la dégradation du capitaine Dreyfus. Après qu'on ait envoyé 6 millions de juifs à la mort, cet État est né comme un refuge nécessaire aux rescapés et une réparation symbolique aux assassinés. C'est désormais la politique de cet État et de cet État seul qu'on qualifie de génocidaire. C'est désormais cet État et cet État seul dont on appelle à la destruction. Désormais, au nom de la haine contre cet État, qu'on tue des enfants dans une école à Toulouse, qu'on prend d'assaut l'hypercachère et qu'on viole une petite fille à Courbevoie. Attends. Je comprends pas le whipping, là. Je comprends pas. Il a tout mis, là. On est d'accord. Raccourci, tard, Mario Kart, là. Vraiment, moi qui ai toujours soutenu être sioniste et pro-palestinien, on ne m'ôtera pas de l'idée qu'appeler à la destruction d'Israël n'a rien à voir avec le soutien à la Palestine ou à la critique de Netanyahou. Je ne m'expliquerai donc jamais que 500 000 personnes qui ne s'opposent à aucun autre texte législatif se soient opposées à ce texte-là. Mais qu'est-ce que t'en sais, Chacal ? Est-ce que t'as vu dans les 500 000, est-ce que c'était pas les mêmes qui se sont opposés à la loi du plomb aussi, potentiellement ? Enfin, ferme-la si tu sais pas, ferme-la ! C'est insupportable. C'est insupportable. Cet être qui whipping, c'est ça, il whipping, comme le disent les jeunes, c'est insupportable de voir cet homme. Ah si, pro, ça faisait longtemps. Oui, donc le refuge ne perdure que s'il a besoin de se réfugier. D'où le besoin de la montée de l'antisémitisme. Je sais pas, ouais. Il s'est calé devant la carte de chez Otakos, il a dit, vas-y Nick, mets tous les viandes. Mets-moi tenders, kefta, sauce fromagère, sauce biggie, frérot. Mais je vais te faire un tacos. Si à la fin t'accouches pas de quelque chose aux toilettes dans les 2 heures, je m'y connais pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Il a 2 doigts de nous reprocher de manger du Nutella. Ah là là, c'est un truc. Ah, c'est un truc de fou. Oui, Israël a besoin de l'antisémitisme pour asseoir sa légitimité, si tu préfères. Bah ouais, mais ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les raccourcis de Rachel Kahn, non, je te jure. Mais il a tout mélangé, il est insupportable. Il est insupportable.
Zarkaka, Joshua Zarka, déclare que 2000... Regardez ce qu'il dit de Dominique de Villepin. On écoute. La peine de mort... C'est l'ambassadeur d'Israël en France. Pour les terroristes existe aussi, depuis la création de l'État d'Israël. Non, mais là, c'est un texte qui vise les Palestiniens. Oui, non, mais je sais, mais ça ne veut pas dire que ça va être mis en œuvre. C'est-à-dire je peux vous dire, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Non, c'est pas une question de pas mise en œuvre. C'est qu'il y a la Cour suprême qui peut décider. Et la Cour suprême a prouvé plus d'une fois. D'abord, elle n'a pas pris la décision au sujet de la nature de cette loi. Est-elle acceptable ou pas? Et c'est encore à voir. Ensuite, même si cette loi était acceptable, la Cour suprême aurait le dernier mot. Et je pense que la Cour suprême a prouvé son indépendance totale du système politique israélien. Mais vous espérez qu'elle ne soit pas appliquée, cette loi? Ce n'est pas à moi d'espérer. Je vous posez la question, je vous dis exactement. Je pense que certains... Mais vous reconnaissez que c'est une loi... Donc le mec, il te dit non, il te rassure en disant non, on vote des lois, mais on va pas les appliquer. Hein. C'est juste, on vote des lois, quoi, tu vois. Mais pour les appliquer, non, on vote, tu vois. Histoire de les avoir. Dominique de Villepin, il parle de logique d'apartheid. Dominique de Villepin, je ne veux pas répondre à des déclarations parce que M. de Villepin a une position qui est anti-israélienne, a développé il essaie de se positionner juste un tout petit peu à droite de M. Mélenchon en espérant que M. Mélenchon ne va pas pouvoir réussir. Alors il a un discours qui est semi-antisémite carrément. Semi-antisémite. Semi-anti. Ah oui, c'est antisémite en verlan peut-être. Semi-antisémite. Oh purée de pommes de terre. Entière antisémite, 3/4. Ah putain. N'importe quoi. Je te jure, MDR, t'es antisémite? Non, je suis à 0,2, c'est bon, tu peux conduire alors. Il est antisémite. Oh, on sait pas ce qu'il est, ouais. Semi-anti-purée de pommes de terre. Ah, yeah. T'as un The Do antisémite Non, il est juste anti, ça va. Toi, par contre, t'es anti-sé. Ah, fais attention, la fin est proche. Semi-antisémite, du coup, ça veut dire quoi? Il est anti ou il est sémite? Je te jure. Il est sémite. Mais juste, est-ce que cette loi, c'est acceptable dans un état... Putain, il y a eu un silence après son truc. Même lui, il s'est dit, j'espère que ça va passer. Semi-antisémite, carrément. Mais juste... Oh là, personne ne l'arrête. Est-ce que cette loi, c'est acceptable dans un état de droit? Ça veut strict. Encore une fois, ce n'est pas à moi, en tant qu'ambassadeur d'Israël, de vous donner ma position personnelle. Ce que je peux vous dire, c'est que cette loi doit d'abord passer la critique, disons, doit passer la Cour suprême. Semi-remorque antisémite. Oh purée de pommes de... Demandez-lui c'est quoi un semi-antisémite par pitié. Ben non, c'est des journalistes français. Et ensuite, la mise en œuvre passera aussi par l'approbation de la Cour suprême. Aïe. Je suis à mi-temps, je suis à 50%, je vais prendre un contrat anti-calcaire pour remplir mon emploi du temps. Ah, purée de pommes de terre. Aïe. Anti-calcaire. Ah, purée, n'importe quoi. Ils viennent comme ça, ces gens, raconter de la merde à la télé sans être interrompus, quoi. Non, mes frères. Un téléchargement de son antisémitisme s'est arrêté à 50%. Il y a un dosage, voilà. Il y a une posologie d'antisémite. Non, je sais pas. On est tous contre la peine de mort et quand on n'est pas d'accord, encore une fois de plus, on est antisémite. Quant à votre Cour suprême et qui votera comme d'habitude ce que vous avez décidé et qui validera, ça c'est Catherine qui nous dit ça. Là, il a sorti son contre-Uno comme d'hab. Mais comment peut-il venir sur un plateau TV français et essayer de défendre l'indéfendable? Cet État a un passe-droit sur nos plateaux télé qui est juste une aberration. Et Barakam qui dit « Lol, c'est une blague sans déconner et de mauvais goût ». Non mais vraiment... ridicule. Claudie Siard qui interpelle Caroline Yadan. Ah, on va voir, je crois que c'est du miel. Je crois que c'est du miel, ça. On écoute. Je vois ce que vous publiez, j'entends vos déclarations. J'ai en tête l'inhumanité de bon nombre de vos déclarations. Il parle à Caroline Yadan, il dit les termes. Ça parle de la loi Yadan sur l'antisémitisme.
êtes une représentante du peuple français. Vous avez l'écharpe tricolore, là, sur vous. Et votre loi, qui aurait pu être une loi universelle, est une loi communautariste dans un pays fragilisé par le communautarisme. Votre loi va diviser un petit peu plus ce pays. Vous dites, et je ne vais pas revenir sur ce que vous dites sur Rima Hassan et Dieudonné, je pense que vous êtes dans l'excès, et c'est bien dommage, parce que ce qui nous occupe là est très important. Le respect de la dignité humaine, quelle que soit notre religion, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre position sociale. Et j'ai vraiment le sentiment, et en vous écoutant, j'ai essayé de ne pas avoir d'a priori, j'ai vraiment le sentiment que votre écharpe tricolore ne vous sert pas à aider la France à se comprendre mieux, à se parler, à apaiser les tensions, mais à soutenir un État étranger qui est donc Israël. Et là, j'ai un problème. Là, je ne comprends pas. Vous saisissez de l'antisémitisme qui est réel, vous vous alliez parfois dans vos propos et dans des actions avec l'extrême droite française, qui, je vous le rappelle, a quand même été créée par un Waffen-SS. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, les ennemis de mes ennemis sont pas mes amis lorsque c'est ce type de personnes-là. Et donc, votre seule marotte, c'est Israël, 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 Israël. Êtes-vous française ou êtes-vous israélienne? Non, mais attendez. C'est très important que je vous pose cette question-là. Je trouve que votre loi aurait pu être une loi universelle. Claudiciard que je croise de temps en temps dans la street. Il était venu voir Passeport ou à ni chaîne ni maître, on s'était vu à une projection presse. Claudiciard, si t'as pas 30 minutes devant toi quand tu lui dis bonjour, lui dis pas bonjour. Parce qu'il a toujours un truc à dire. Et il est tellement passionnant. Je te jure, tu lui dis bonjour, ça va? T'as vu, il fait beau en ce moment. Ouais, il fait beau. Mais le problème, c'est que la diaspora ne comprend pas que tant que les Noirs... Et là, tu dis, oh putain, merde, je voulais juste te dire qu'il faisait beau. Mais en même temps, il est passionnant, tu vois. Lui, si je l'invite dans... Si je l'invite dans CKR, là, frérot, je l'invite dès 9h30. Dès 9h30 et on finira à 15h tranquillement. Mais il est passionnant et passionné, exactement. C'est ça que j'adore avec lui. Mais il a dit les termes. Et pour le coup, en direct de la station thermale. Hein. Claudiciard, il a un des meilleurs rappeurs français. Il a un vrai flow. Ouais, je te jure. Super pour faire un beau tunnel. Parfois, ça peut arriver. Comme meilleur Habib d'ailleurs. Hein. Les deux, c'est vrai qu'on oublie que, je rappelle, hein, la 8e circonscription des Français de l'étranger, et ça c'est Claudiciard qui le rappelle dans son tweet, donc celle dont est élue Caroline Yadan, comprend Chypre, Grèce, Israël, Vatican, Italie, Malte, Saint-Marin, Turquie et Palestine. La cousine n'a jamais parlé de ces autres pays, on est d'accord. Depuis qu'elle est en fonction, elle est en boucle sur Israël et sur comment protéger les intérêts de ce pays, comment protéger surtout l'image de ce pays. Tu dis, bah frérot, il y a Palestine, il y a Turquie, vas-y. Non. Si, elle a parlé de Mélanie et plein de fois. Kevin, tu peux pas faire un CKR sur 24 ou chez 24? Imagine, il me propose une émission. Les mecs qui sont complètement... Kevin qui nous dit, on nous donne jamais, ou en tout cas, je n'ai pas retenu les proportions de Français par pays. Plus de Français en Israël qu'en Italie, moins? Ah, bonne question. Le Guadeloupéen, nous sommes fiers de lui, nous dit Chris. On a échangé un facochère pour une truie, pardon. La Khaloufa, tu peux le dire apparemment, il y a des classements sans suite. Tu vas convaincre personne sur I24. Ah non, mais regarde, il laisse Claudiciard. Tu sais, ils aiment bien faire des petits pas de côté. Ah non, je me rappelle pas du tout la jeune étudiante du Burkina Faso dont parlait Macron. On enchaîne avec Ferris Barka, c'est du miel, ce petit jeune incroyable qui, prof à la Sorbonne sans avoir de diplôme, qui est le fondateur de l'asso Banlieue Climat et qui parle de la lutte. Et pourquoi les luttes sociales... Attends, c'est quoi déjà? Pourquoi les luttes sociales... Les luttes sociales.
ne sont plus trop à la mode. On va écouter ça de suite, avec son petit maillot de l'Algérie. Les luttes sociales, l'autodétermination des peuples, les luttes écologiques, toutes ces luttes-là, dans les films, elles font l'unanimité. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que t'es là, tu regardes Hunger Games, t'as envie de détruire le Capitole dans la seconde, il n'y a pas de discussion. Sauf qu'en réalité, dans la vraie vie, les gens ils ferment leur bouche quand même. On est beaucoup moins nombreux que ce que les films arrivent à entraîner comme engouement. Et j'ai capté qu'une des raisons, c'était la lutte qui s'auto-censure elle-même. C'est-à-dire que on parle, dès qu'on essaie de prendre la parole, dès qu'on essaie d'avoir une position, directement on est renvoyé à nos propres contradictions. À ce micro, ici la semaine dernière, il y a un mois. Il y a un mois exactement, je suis venu avec un autre maillot de l'Algérie, et on m'a atomisé sur les réseaux en disant mais regardez les contradictions, mais quelles contradictions ? Bien sûr que j'ai mes contradictions dans un monde qui est contradictoire. Bien sûr que je suis imparfait dans un monde qui est imparfait. Bien sûr que je vais être en mauvaise santé dans un monde qui est malade. Et donc à partir du moment où on pointe à chaque fois les contradictions comme si l'humain était totalement responsable de lui-même, là il y a un problème. Parce que cette surresponsabilisation des individus, des comportements, ça participe à occulter le fait que des millions et des millions sont mis dans le marketing, dans les influenceurs, dans les écoles de commerce pour te faire consommer. Et donc en fait on déresponsabilise le système pour responsabiliser les individus. Et c'est exactement la même chose que ceux qui disent ouais mais moi je peux faire quoi moi là je peux faire quoi pour agir. Mais déjà garde la pêche, reste loin de moi quand tu réfléchis comme ça. Et ensuite de deux, à partir du moment où tu réfléchis en moi je, t'as rien compris. À partir du moment où tu réfléchis en termes d'individualité ou de personne, t'as rien compris. Parce que toute la douille, c'est te faire croire que t'es un individu qui peut agir sur un problème global. Non, il y a un problème systémique, bien sûr qu'il faut agir collectivement. Donc ça c'est le premier problème qui fait que on a du mal à entraîner les gens dans la lutte. Le second, c'est que nous on se culpabilise, mais il y en a qui culpabilisent un peu moins. Et ça c'est les médias, c'est vous, c'est tous les médias qui de manière générale criminalisent la lutte. C'est-à-dire que dès qu'il y a une lutte en réaction à une violence sociale qui va être un peu violente, avec un peu de débordement, directement, ça va être décrédibilisé, ça va être criminalisé. Et donc, dans les films, c'est facile, parce que la lutte est perçue comme honorable, et juste, et belle. Sauf que dès qu'il y a un mouvement de lutte, les gilets jaunes, ce que vous voulez, les éco-terroristes, ça va être qualifié comme des gens dangereux. Donc ça participe aussi à essayer d'éloigner les gens de la lutte. Le problème, c'est pas une question de qu'est-ce qui est bien ou mal. C'est pas une question de jugement moral. Tu te positionnes pas, moi je suis quelqu'un de bien, je me positionne. C'est pas ça la question. La question, c'est une question de justice. Une question de survie pour plein de monde. Je l'adore. Basé comme au baseball, on peut l'applaudir. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Vraiment propre de ouf. Il nous fait plaisir, ce Ferris. Et d'ailleurs, pour compléter sa magnifique démonstration quand il parle des films, pour l'illustrer, ça me rappelle une anecdote que je vous avais déjà racontée et je la rappelle pour celles et ceux qui ne l'avaient pas entendue. Quand une inspectrice du FBI spécialisée dans le terrorisme avait fait une garde à vue d'un gars de chez Al-Qaïda quelques années à peine après le 11 septembre. Elle avait dit que avec son collègue, elle avait attrapé ce gars, machin, interrogatoire long pour comprendre les motivations de pourquoi vous avez voulu faire des attentats, machin. Et le gars, il lui disait, mais vous regardez vos films? Et elle lui dit, comment ça? Ben, dans Star Wars, quand Luke Skywalker, il décide de lutter contre l'Empire, si on devait l'intégrer dans notre vie, les États-Unis, ce serait qui? Luke Skywalker ou l'Empire? Et la nana, elle n'a pas su quoi répondre. Elle a dit, franchement, j'avoue, il m'a niqué. Je savais pas quoi répondre. Parce que, évidemment, que quand on présente le point de vue de celui qui est dans la résistance, c'est limpide pour nous d'être avec Luke Skywalker, que c'est un résistant et tout. Maintenant, quand tu vas aller prendre tous les mouvements de résistance, il n'y a eu aucun mouvement de résistance pendant sa période d'activité qui n'a pas été considéré comme terroriste. Il n'y en a eu aucun. Et donc, c'est intéressant, tu vois. Et c'est marrant, tu vois, qu'ils se soient retrouvés américains face à ce concept qu'ils avaient créé, à cette référence qu'ils avaient créée, tu vois. Et les Irlandais à l'époque c'était des terroristes, mais exactement. Nelson Mandela avec l'ANC c'était des terroristes. Jean Moulin c'était un terroriste.
Je sais pas qui sont les USA, mais Trump, il a une DA à la Jabba le Hutt. Ouais, de ouf. Bah voilà, les nazis arrêtaient les résistants pour terroristes. Exactement. On est toujours le terroriste du système qu'on combat, quoi qu'il arrive. C'est une évidence. Donc, voilà, pour moi, ces questions-là, elles se posent pas. Enfin, genre sur la perception du terrorisme. Alors, Matrix aussi, c'est limite une apologie du terrorisme le plus violent. On pourrait creuser là-dessus, c'est vrai. En tout cas, très très juste, nous dit N. En effet, c'est pas parce que t'as acheté un téléphone que tu peux pas lutter contre le capitalisme ou que t'es hypocrite comme on peut te le reprocher. Prends ton tel pour apprendre, discuter, t'exprimer, participe au mouvement qui te semble pertinent et organise-toi avec tes proches, tes voisins et tes communautés. Autre exemple, tu roules avec une caisse qui pollue. C'est très bien de ne pas rouler comme un crétin, pour limiter ton impact et surtout protéger ton porte-monnaie. Mais ça ne changera rien au fait que l'armée américaine est l'organisation qui émet le plus de CO2 au monde, devant des pays comme le Portugal, sans même prendre en compte les émissions indirectes. C'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire, mais va plutôt ramasser tes potes qui sont à pied pour aller en manif. Par exemple. Leïla a très bien dit. Leïla qui dit « Ce jeune est archi-basé, chacune de ses interventions sont pertinentes. Il enseigne aujourd'hui à la Sorbonne tout en étant actif sur le terrain pour une justice sociale. » Totalement. Est-ce qu'un policier pourrait lutter contre les violences policières ? Ce serait bien. Final Fantasy VII et Avalanche contre la Shinra. Mais bien sûr. Comment ça s'appelait là, l'énergie Mako ? Bien sûr. Et le problème, c'est toujours la surconsommation, pas la consommation. Il faut rester cohérent dans la modération, simplement. Mais bien sûr, vous êtes tous basés, là. Venez, on se voit. Bompard, venez, on se voit, on fait des gosses tous ensemble, quoi. Bompard qui parle de Total et les chiens de garde du système, pas d'accord. Quand on parle de taxer les super profiteurs, François Langlais, qui je le rappelle est présenté comme économiste parfois, alors qu'il a juste un master en lettres modernes MDR, évidemment, essaye de contrebalancer. Alors, c'est le doigt de qui que je sens là? Calme-toi, Michel. Désolé, j'ai déjà mon quota d'enfants. Il y a écrit 974, nous on pensait que c'était le nom maximal. Alors, on écoute tout de suite Bompard qui tacle Total et les chiens de garde en face. Pas demander aux gens qui payent 2,40€ le litre du gasoil s'ils trouvent que c'est excessif de critiquer Total qui dans le même temps a multiplié ses marges par 4. Est-ce que c'est pas le travers très les filles de dire ah là il y a une chèvre qui est bien grasse, on va lui couper le cou. Aujourd'hui, monsieur, pardon, tout le monde est pris à la gorge et vous avez des gens qui cherchent une solution. Et moi je vous dis juste, c'est quand même légitime que dans cette solution, ça soit ceux qui profitent des effets d'aubaine de cette situation qui soient mis à contribution et pas l'État, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables. Sans tuer la chèvre quand même. Faut trouver ça va, je crois qu'elle a de la marge, la chèvre, avant d'être tuée, monsieur. Ah, mais avec vous, on se dit, ça y est. Mais avec moi, mais attendez, mais on a eu après le Covid. Grâce à vous, fait une commission d'enquête sur les super profits. Total s'en était mis plein les poches. Après la guerre en Ukraine, au moment de la guerre en Ukraine, on a eu les mêmes débats. Oh, Total va pas s'en sortir, etc. Ils ont multiplié leurs marges, ils ont multiplié leurs profits, ils ont multiplié leurs dividendes. Et vous êtes toujours là pour les défendre. Non, mais à un moment, faut les faire payer quand même, parce que quand vous les défendez eux, ceux que vous défendez pas, c'est les Françaises et les Français. Merci, Bompard à Bompardier. Là, c'est que du miel. Hein. J'ai l'impression que là, il se passe un truc mielistique, vraiment. Bompard, le GOAT. Très, très bien, Bompard. On enchaîne. Il y a Catherine qui dit Bompard, toujours là pour dire les vérités. Et ça, les médias ne veulent pas l'entendre. Bah, tu m'étonnes. Ouh là là, j'en ai encore beaucoup, là. Alors, attends, on va enchaîner. Avec... Ah bah d'ailleurs, là, j'aurais dû le mettre là, le truc sur Total Energy avec Gabriel Zucman. Je l'ai fait en amont. Je pense que j'avais pas vu que le showrunner l'avait mis. Là, on a Elsa Vidal, BFM TV. On craint finalement qu'au sud Liban, on finisse par voir des techniques similaires à celles de Gaza. Ouais, ça c'est triste. Maximum et d'une forme de pondération dans le nombre de victimes civiles que vous causez, même si Israël se sent en situation de menace existentielle. Et donc, il y a une volonté sans doute d'agir au plus vite pour finir dans l'esprit israélien d'éradiquer le Hezbollah. Malgré cela,
cette volonté s'accompagne d'un nombre maximum de victimes civiles dans un pays où il y a déjà plus d'1 million de déplacés, où le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'on était au bord d'une crise humanitaire majeure. Et puis, on craint finalement que au Liban Sud ne finissent par être employées des techniques similaires à celles de Gaza. Ce qui fait la grande différence pour le moment, c'est que nous avons des images du Liban, alors que nous n'avions plus d'images de Gaza, ce qui laissait une grande latitude d'action aux forces israéliennes. Ce qui est dramatique aussi, c'est que nous avons des autorités libanaises qui essayent de prendre la tâche pour négocier directement avec Israël et que cela ne se fait pas malgré les efforts de la communauté internationale et de la France. Et je rappellerai qu'après ces frappes, la France, en la personne d'Emmanuel Macron, a pris la tâche avec le président Aoun pour exprimer les condoléances pour les victimes civiles. Il y a un risque de dégringolade massive dans une guerre non pas civile, mais une guerre dont l'origine est israélienne. C'est vrai que le Hezbollah a suicidé le Liban, c'était ainsi que titrait l'Orient le jour au début de cette guerre, mais il y a aussi la nécessité d'une retenue du côté israélien, retenue qu'on ne voit pas du tout. Et on a dans les commentaires, ils sont toujours très doux quand il faut parler des crimes de guerre israéliens, ces gens à la télé, nous dit Chris. C'est ce qui dit à quel moment ils vont parler du projet du Grand Israël qui est à l'œuvre. Et Mickey, effectivement, beaucoup de pincettes. Et une très bonne question de Houplaboum qui dit, je m'interroge, est-ce qu'en te regardant, on n'est pas en plein biais de confirmation ? Totalement. Donc arrête. Quitte le programme, t'es le mec qui pète un plomb. Évidemment qu'il y aura toujours des biais. Le but, c'est de réussir à avoir des références sourcées dès lors qu'on décide de construire nos argumentaires, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire, évidemment. On a... c'est la faute du Hezbollah, Israël a le droit de se défendre, Israël est une démocratie, non plus que ça comme défense. Bah oui, et ça commence à péricliter. Darmanin, qui commente la garde à vue de Rima Hassan. Regardez ce qu'il dit, ce bâtard. Excusez-moi, hein, ce passionnément bâtard. C'est scandaleux. C'est scandaleux, vraiment. Hop, on écoute. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Thomas Porte, à la suite de la garde à vue de Madame Rima Hassan pour apologie du terrorisme et en lisant la presse, peut-être ayant trouvé des substances ce semi-bâtard, c'est vrai, illégales dans ses affaires. Vous avez souhaité mettre particulièrement en danger un magistrat, porte-parole du ministère de la Justice, qui a déposé plainte, vous ne l'avez pas signalé, ce matin pour diffamation, devant les informations que vous relayez. Et vous avez vous-même mis en avant Monsieur Strauss-Kahn, il s'appelle Sacha Strauss-Kahn. Et je vais lire les tweets qui s'en sont suivis sous votre Twitter que vous n'avez pas condamné, ni même supprimé. Encore un putain de juif. C'est ce qu'il faut penser, et penser correct, c'est abject. Entrisme sioniste, Sacha Strauss-Kahn, vérifiez bien ses liens avec l'entité nazi-sioniste. Encore un suppôt d'Israël, ce n'est plus possible, il faut les dégager de nos institutions. Le ministère de la Justice avec des juifs complices d'Israël pour salir. Donc là, le mec, il est en train de lire des tweets de gens anonymes sous sa publication. Et il fait le lien, il lit les tweets de gens anonymes qui ont commenté sous la publication de Thomas Porte, je crois, hein, c'est ça, c'est Thomas Porte. Et du coup, de facto, dit que bah voilà, en gros, c'est des tweets de chez les filles. Non mais c'est une dinguerie. Le nom, oh, Strauss-Kahn, comme c'est étonnant. On le sait, ça m'étonne pas qu'il soit juif. J'imagine qu'il voue une allégeance inconditionnelle à un État génocidaire. Des méthodes de voyous mad in Israël, l'État pédo-judéo-fasciste. Il bosse pour la France ou pour Israël? Strauss-Kahn, incroyable ces coïncidences. Citez son nom, Sacha... Il a tout whippin et il croit qu'il dette ça en fait. C'est un truc de fou, hein. Et elle qui ne censure pas le discours. Ouais, grave, qu'il le laisse dérouler alors qu'en fait, là c'est malhonnête. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est malhonnête. Oui, en plus, et il y a des... Ouais, quand il dit État génocidaire, ou alors qu'il dit... qu'il y a trop de sionistes qui sont dans les institutions, etc. Ben, il y a dans Haddad, Aurore Berger, etc., qui sont toujours là à défendre la politique de l'État israélien.
de l'État d'Israël, bah je suis désolé en fait, c'est un fait ça. Elnet qui a envoyé moult députés faire des voyages en Israël, etc. C'est un fait aussi. On n'est pas là en train de te dire on a l'impression qu'ils manipulent, machin, c'est les clichés antisémites, etc. Non, nous on est sur du factuel. Donc qu'est-ce que tu veux, il me vénère. Je te jure, lui il s'en sort trop bien, lui. Avec ses sauces là de viol, il s'en sort trop bien. Je sais même pas pourquoi il est encore aux affaires. Si on louait les tweets racistes des gens random, faudrait combien de semaines pour tout lire? Bah ouais, si vous voulez, on peut faire la même chose sous les posts de tous les députés de droite là. Vous allez voir, ça va être rigolo. Tu me diras, les députés de droite, eux-mêmes, ils disent des trucs de race là. On n'a même pas besoin de lire les tweets en dessous pour avoir des trucs racistes. Donc qu'est-ce que tu me dégoûte. Là, on a qui Reza Pahlavi pour une intervention terrestre en Iran et pour continuer les frappes israélo-américaines. C'est le fils de l'ancien Shah d'Iran. Évidemment, il se sent légitime pour reprendre le pouvoir. Et c'est un régime qui nous a pris en otage. Nous devons nous libérer. Mais est-ce que nous pouvons libérer un peuple qui est passé à la rue et qui a été massacré sans avoir une aide extérieure? C'est un peu comme le débarquement qui a changé la donne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une intervention qui a aidé à ce que finalement la France se libère. Mais est-ce que la réalité n'infirme pas justement... Parce que le régime a été gravement blessé, affaibli. Et le régime a été gravement affaibli. Est-ce que c'est suffisant pour un dernier soulèvement? Peut-être pas toujours, mais on est beaucoup plus proche. Le régime n'a jamais été aussi faible que dans toute son existence. Par contre, ils ont toujours cherché une politique de traîner les pieds, de gagner du temps, de survivre une administration israélienne ou américaine pour revenir encore à renforcer leur force typique. Vous pensez... Ça a toujours été leur jeu. Vous pensez qu'aujourd'hui... Je pense que c'est le cas de les dire, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous sépare de finir le travail, c'est de continuer jusqu'à ce que ce régime tombe. Plus de frappes sur les éléments de répression qui ciblent la population, à ce moment-là, vous verrez que les Iraniens trouveront le moment à agir. Notre moment arrivera, tôt ou tard. Ce qui n'a pas marché, pardonnez-moi de vous interrompre, ce qui n'a pas marché en 6 semaines, pourrait marcher avec 6 semaines de plus? Ça dépend, encore une fois, s'il y a une couverture. Demain, il y a la guerre, la France se fait bousiller par Wallis et Futuna. Parce que, imaginons un scénario. Non, on en a marre de t'écouter là. Le mec il prêche que pour sa paroisse, il s'en fout qu'il y ait des gens qui meurent. Par la vie, plus le Judas et plus Jadas. Vraiment. Quel escroc celui-là. Une plaie pour son peuple, dit Krisk. Une plaie, son peuple mourait de faim et le père de ce monsieur faisait des dîners avec tout le gratin des pédophiles et des dégénérés. Tu es une saloperie, t'es qu'une merde, Reza, pantin, israélien, chien. Ah ouais, il y a tout mis. Catherine, insupportable. Il parle des civils qui meurent en Iran ou même... Il ne parle pas des civils qui meurent en Iran ou même de l'école où plus de 140 petites filles ont été tuées par les USA. Trop fort, les médias français. Ils sont toujours là pour amener des gens sur leur plateau télé pour influencer Israël et les États-Unis à tuer encore un peu plus. Ouais, non, c'est scandaleux. C'est scandaleux, vraiment. Le débarquement, Kevin, c'est des milliers de morts pour la France. La rêve de Pahlavi est pourri. Oui, en plus, ouais, c'est vrai. Non, mais je suis dépassé là. Il est OK avec les bombardements. Non, mais frère, c'est une dinguerie. Et l'autre qui dit rien là, avec sa grosse tête là. Et là, il l'écoute. Tiens, alors ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. On a un journaliste qui attribue des propos que Mélenchon n'a pas dit et dans le plus grand des calmes. Regarde. Et je ne crois pas que ça fasse vaciller d'une manière ou d'une autre la base éléphiste qui me semble bien enquistée. Je vous donne la parole, mais évidemment, il y a une réaction aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon. On va la découvrir, cette réaction. Hier, il parlait de police politique. Absolument. Qu'il avait convoqué. Ce soir, il dit 16 procédures ouvertes contre Rima Hassan sur simple dénonciation des amis de Netanyahou, dont 13 classés sans suite depuis. Donc c'est vraiment un complot, c'est le complot juif. Hier encore, 15 heures de garde à vue et une... Il n'y a pas écrit complot juif sur le truc. Hein. Et c'est lui qui rajoute un complot. C'est le complot juif. Il n'y a pas écrit complot juif. Hein. Mensongère sur un usage de drogue donnant un flot de bandeaux télé et visuels de presse. Donc, vous avez compris que c'est la faute des médias, c'est la faute des médias impérialistes, c'est la faute des médias pro-israéliens et évidemment, c'est du harcèlement judiciaire, garde à vue.
Et évidemment, il a rien dit de tout ce qu'il est en train de dire. Mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Le mec, il dit, évidemment, on a compris que, non, il faut dire les termes. C'est un truc de fou, hein. Genre, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il me reste quoi? Shannon Seban. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Lutter contre l'islamisme, lutter contre les frères musulmans, ce n'est pas combattre l'islam, c'est précisément l'en protéger. L'islam est une foi. Citez-nous les frères musulmans en France qui contrôlent les médias, qui contrôlent le gouvernement, C'est quoi les lois qu'ont poussé les frères musulmans récemment? Combien ont-ils réussi à faire monter de méga mosquées? Dis-nous là, parce que là, il y a un moment, ta chimère que t'agites. Dis-nous, ils sont où les putains de frères musulmans qui sont en train de gangréner la France là? L'islamisme est une idéologie politique. En combattant l'islamisme, nous protégeons les musulmans qui refusent que leur religion soit à juste titre. Je sais même pas où elle est là. Frère, elle est allée elle est allée dans la réserve des drapeaux de quelle institution? Elle s'est dit, mais tu peux mettre mon... Ouais, je vais faire un petit truc là, t'inquiète. Instrumentalisé. Frérot, il y a des drapeaux derrière, on dirait des chemises des beaufs à l'époque où il y avait des dragons et des signes chinois dessus, là, tu sais. Nous protégeons la liberté de conscience, nous protégeons nos démocraties, nous protégeons les nouvelles générations de prédicateurs 2.0 qui cherchent à faire croire encore une fois, et je le dis très clairement, que le monde occidental est une menace pour l'islam. Nos sociétés sont ouvertes, mais elles ne doivent pas être fragilisées de l'intérieur. La liberté religieuse elle était au Québec, d'accord. Est un droit fondamental, je le dis très clairement. L'entrisme idéologique ne l'est pas. Il est temps de se réveiller. Maintenant, il y a urgence. Ah, ta gueule. Oh là là là, désolé, mais tu nous emmerdes un peu là. À toujours raconter de la merde. Encore une macroniste qui n'y connaît rien. Elle est plus macroniste, de toute façon, elle est LR. Elle a fait Macron, LR. Si tout se passe bien, reconquête dans pas longtemps. Golnadel, on finit en beauté. Bali Bagayoko qui met une campagne de désinformation inquiétante vise Rima Hassan. Contrairement aux rumeurs, elle n'a jamais soutenu le terrorisme et ne détenait que du CBD, produit légal. On en a eu la confirmation, on en a parlé dans la news HMD. Et Golnadel qui dit des mensonges en 5 lignes. Rima Hassan a célébré par l'image et le texte un terroriste tueur de juifs et de chrétiens en Israël. Elle est accusée de détenir de la drogue de synthèse. Vous êtes bien à votre place dans un parti antisémite et dont le chef trouve les blancs moches. Alors là... Alors... Il trouve les blancs moches, le terroriste qui tue des juifs et des chrétiens d'Israël. What the fuck? Il nous a tout whipping. Il se trouve beau, il est avec ses 0 arguments. Et Jean Messia, pareil, qui continue. Et on aura un 16 de Joule à lire. Vous savez, le problème de Rima Hassan, c'est un problème beaucoup plus profond. En fait, si on tire la pelote de l'apologie du terrorisme, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a Rima Hassan. Qui est Rima Hassan? Rima Hassan, c'est vraiment l'archétype du pire de ce qui se fait en matière d'immigration et de naturalisation. J'allais dire même pas du pire, c'est presque le droit commun, en quelque sorte, de la naturalisation et de l'immigration de ces 50 dernières années. Il faut quand même rappeler que Rima Hassan a été naturalisée en 2010. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est important de le rappeler ça, Jean. Hein. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs n'ont pas cette information en tête. Tout à fait. Elle a été naturalisée en 2010. Est-ce qu'on peut poser la question de savoir sur quels critères d'intégration... Ta gueule, et toi alors? Oh. Enfin, d'assimilation à la France, puisque c'est cela qu'exige la loi. J'ai ta gueule facile aujourd'hui, il faut que je me calme un peu, mais franchement, Rima Hassan, Jean Messia qui parle... Déjà, comme l'a dit Joule, c'est pas un 16, c'est un 4. Merde, alors je vais être obligé de sortir ma calculatrice. Ah oui, parce que attends, je vais remettre parce qu'il dit une autre dinguerie. Déjà, son truc nul. Vous savez, pourquoi la nationalité a-t-elle donc sanctionné a-t-elle la France la naturalisation de Rima Hassan a-t-elle donc sanctionné
C'est une femme qui... Mais oui, quel est le problème, que ce soit 2010 ou hier? Et alors, t'as raison, Mo. Députée parce qu'elle a été massivement élue par le tentacule français de la Oumma, qui représente entre 10 et 15 millions de personnes. Elle a été élue par la Oumma, qui représente 10 à 15 millions de personnes. Dont, comment dirais-je, l'allégeance est exclusivement islamique. Ils ont beau avoir la nationalité française, ils ont beau... Donc tous les musulmans de la Oumma ont fait une allégeance islamique. Mais frérot, chacal, tu ne peux plus... De toute façon, là, t'es sur Frontières. Donc, et ça se voit que t'es dans les toilettes. Et c'est exactement là où est créé Frontières. 15 millions de musulmans, c'est quoi la source? Non, mais je te jure. Avoir donc 15 millions, eh ben, machallah. Donc, le droit de vote qui est adossé à cette nationalité française, ils ne votent que pour les causes qui sont islamiques, c'est-à-dire des causes qui sont étrangères à la France. Et Caroline Yadan, tout ça, enfin bref. Et donc, Rima Hassan, si vous voulez, c'est l'archétype de la française contrefaite par... Oh là, vas-y, il m'a saoulé. Il m'a saoulé, il est énervant. Il est énervant. Jules qui dit, Jean, merde alors, je vais être encore obligé de sortir ma calculatrice parce que tu sors des chiffres de ton FIAC d'élu par 400 personnes à Évreux et qui n'a pas été élu en plus. Chais 400 personnes, il n'a même pas commenté, il n'a même pas remercié les 400 personnes qui ont voté pour lui. Tellement il avait le seum, il a décidé de retweeter d'autres trucs, machin, tu sais, de chacal, tu n'as même pas été élu, et encore pire, même 400 voix, plus de 400 voix, t'as pas pu les avoir, chacal, parce que les gens, ils s'en foutent de ta gueule. Ils s'en foutent, tu n'es qu'un puits sans fond, tu n'es qu'un fiac sans chair. Personne n'a envie de s'intéresser à ce que tu fais. Rima Hassan est élue députée car elle a été massivement élue par la Oumma qui représente 10 à 15 millions de personnes. Donc je calcule, nous dit Joel, 50 millions de personnes inscrites en France, 10 à 15 millions c'est entre 20 ou 30%. Entre 20 ou 30% c'est la Oumma. LFI n'a plus qu'à convaincre quelques personnes pour être au pouvoir, alors c'est bon, on est tranquille. Voilà, c'est ça, si on devait l'écouter, c'est exactement ça. N'importe quoi, sombre coup à pisse. Et pour finir, Chalençon, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Chalençon, il nous dit quoi? C'est parti. Chers amis, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Iran, on se demande pourquoi les Américains ont dépensé autant d'argent à faire venir 2 porte-avions, des croiseurs, enfin une flotte extraordinaire, 500 avions. Les mollahs, le régime des mollahs est à bout, ils sont à genoux. Trump hier nous expliquait qu'il allait anéantir la civilisation mollah, etc. Et le mec se met à 4 pattes. Alors, excusez-moi, les Américains, je les aime bien, mais enfin, c'est quand même les descendants du Mayflower. Les Mayflower, c'était quoi? C'était des assassins, des escrocs, des putes et des, voilà. Donc, je veux bien que l'Amérique, n'oubliez pas que l'Amérique, quand même, et je suis un ami de Trump, j'aime Trump. Mais là, il y a un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons, n'est-ce pas? Et en plus, aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de missiles, de bombes qui a été envoyés à nouveau par les Iraniens. Je suis désolé, Mr. President, Mr. Donald Trump, but, il y a quand même des millions. Il a voulu se lancer en anglais, après il a fait ouais non frérot, je vais reprendre. D'Iraniens qui ne demandent que le retour du Shah d'Iran. Alors excusez-moi, il paraît qu'il y a un changement de régime, on n'est pas au courant. Alors à moins que vous ayez rêvé ça lors d'un parcours de golf à Mar-el-Lago, mais il y a un moment, faut arrêter. Vous n'êtes pas sérieux, vous le décrédibilisez. Moi j'aime le peuple iranien, on en a marre, on en a ras-le-bol de ce régime des mollahs, des ordures, des islamistes. Bon, au pire, on envoie une belle bombe, ça fait pchou pchou plam, ça, comme dirait Gilles de Rais, du rock. C'est qui ouais. C'est qui on envoie une belle bombe, on tue plein de civils, piou piou pia. Non mais frère, non mais il est iranien, je te jure. Reconnaîtra les siens. Mais excusez-moi, vous nous proposez la... Apologie de génocide, totalement. Ok, la fin du... Apologie de crime de guerre. Régime des mollahs. Et là, vous leur donnez 15 jours. Pourquoi? Pour que les... Si ça veut porter plainte, là, s'il y en a qui sont chauds, c'est maintenant. Et les Européens aient 5 à 10 centimes de moins sur leur plein d'essence. C'est grotesque, c'est grotesque. Enfin, en tout cas, à l'image du monde, tout ça, et c'est n'importe quoi. Moi, ce que j'espère une chose, c'est que le prince Reza Shah, Pahlavi, rentre au bercail. Des millions, des dizaines de millions d'Iraniens le veulent. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Il a fait un sondage, apparemment, lui. Non, mais vraiment, va te faire foutre, quoi. Vraiment, va te faire foutre. Va te faire foutre. Et vous êtes 500 connectés, apparemment, vous êtes 931 au total, 500 sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces. Chacun votre tour. On passe tout de suite aux no comments.
Le no comment, je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter, ni vous, ni nous. Moi non plus. Uniquement des emojis pour celles et ceux qui veulent l'ouvrir. Balancez vos emojis, c'est parti. Et on lance tout de suite le no comment. Malgré le cessez-le-feu, Israël a mené au Liban ses frappes les plus meurtrières depuis le début de son intervention dans le pays. Le 2 mars, le bilan provisoire passe de 254 morts et 1165 blessés. Les profits de Total Energy profiteront bien plus à ses actionnaires qu'aux finances de l'État, selon le Canard enchaîné. Le porte-parole du ministre de la Justice, Sacha Strauss-Kahn, a échangé avec plusieurs journalistes pendant l'audition de la députée européenne LFI, Rima Hassan, en discutant du contenu de sa garde à vue. Allez, on passe tout de suite au miel. J'enchaîne là parce que j'ai plus beaucoup de temps. Le miel. On commence avec un miel à l'ancienne de signer Rima Hassan. Ouais, avec Gilles Borstein. Il est un peu long, mais vas-y. On doit lui rendre hommage comme il se doit quand même parce que vu tout ce qu'elle se prend comme shitstorm, au moins il y a ça de prix. Quelle est la signification de votre présence sur cette liste ? Écoutez, il y a une, je pense, dimension symbolique. Bien sûr, c'est indéniable au vu de ce qu'on est en train de vivre, à savoir un génocide qui est en cours. Je crois qu'il faut nommer. Génocide, vous dites génocide ? Bien sûr. La Cour internationale de justice a dit, il y a 2 mois, il y a un risque réel et imminent de génocide, a demandé à Israël de produire des mesures conservatoires pour empêcher l'arrivée de ce génocide. Israël n'a absolument rien produit. Il ne faut pas avoir fait Bac+10 en droit international pour comprendre que dans les prochains mois, ce qui risque de se passer, c'est une caractérisation sur le fond, une décision sur le fond qui risque d'être rendue par la CIJ pour nommer ce crime de génocide. Le génocide, c'était la solution finale, détruire tous les juifs de la surface du monde. Vous pensez qu'Israël veut détruire tous les Palestiniens de la surface du monde ? Non, mais alors il faut bien comprendre que la définition du génocide, elle n'est pas caractérisée selon le nombre de personnes qu'on est en train de tuer. C'est Gilles Devers qui explique très bien ça. Il dit que c'est un génocide par destruction du groupe social, c'est-à-dire détruire tout ce qui peut maintenir, si vous voulez, le Palestinien en vie. Et aujourd'hui, il faut le dire, on est dans des cas de famine avérés qui sont de plus en plus gravissimes. On a également des grandes difficultés à faire arriver l'aide humanitaire à Gaza. Donc je crois qu'effectivement on est dans une mécanique, une politique génocidaire de la part d'Israël à l'égard des Palestiniens. Et pour moi, c'est très important de le dire, elle s'inscrit dans un nettoyage ethnique qui a commencé il y a 75 ans. Et je le rappelle, moi mes grands-parents ont vécu la Nakba. La Nakba, ce n'est rien d'autre qu'un nettoyage ethnique. Et vous êtes né dans un camp de réfugiés en Syrie. Deux questions qui fâchent. Vous avez eu des déclarations contestées et je voudrais que vous les clarifiez sur le fait que vous seriez pour un État palestinien du fleuve, le Jourdain, à la mer, ou plutôt, mon geste est dans le mauvais sens, de la mer au Jourdain, et donc qui laisserait peu de place à Israël. Est-ce que vous êtes pour une solution à un État ou à 2 États ? Bon, déjà, je veux dire qu'il n'y a rien qui fâche. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous êtes en train de mettre côte à côte 2 déclarations que j'ai eues. Le slogan du fleuve à la mer et la question d'un État. Donc, je vais les analyser séparément, si vous voulez bien. Le prisme qui est le mien, depuis 2015, parce que j'ai travaillé sur la qualification du crime d'apartheid en Israël avec une étude comparative du cas sud-africain. Le prisme qui est le mien, c'est un idéal d'égalité de droit. Et ça, je l'ai dit depuis de nombreuses années. C'était quand même un sujet de recherche que j'ai mené, et c'est en cela que je vous disais que ma candidature n'est pas juste symbolique parce que je porte la question palestinienne, mais je suis aussi dans des compétences qui sont celles du droit international, c'est ma formation, que je veux garder comme boussole. Donc je vais continuer sur ce sujet rapidement. Pour moi, ça a toujours été un idéal, parce que le prisme qui est le mien, c'est celui de l'apartheid, et ce depuis près de 10 ans. Donc je vois pas en quoi c'est problématique, si vous voulez. Je crois même que c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, de revendiquer le fait que vous et moi, nous puissions cohabiter, que vous et moi, nous ayons les mêmes droits, et qu'on enlève entre vous et moi les dimensions de frontières et de séparation et de domination. C'est ça le discours de l'égalité de droit. Donc un État, c'était ça. Un État binational. D'ailleurs, c'est pas un État. Il faut être honnête dans la manière dont vous allez retranscrire mes propos. C'est un État binational. Je ne les retranscris pas, vous êtes en direct. Oui, mais c'est un État binational. Mais quand vous dites est-ce que vous êtes pour un État, c'est pas un État palestinien avec un effacement de l'État israélien. C'est un État binational avec une reconnaissance des identités, des spécificités de langue, etc. de chacun. Ça, c'était mon idéal. Maintenant, j'ai le droit d'avoir un idéal en tant que militante, mais je dois dire aussi qu'une parole politique, c'est une responsabilité politique. Aujourd'hui, quel est le cadre qui nous permet d'avancer sur les droits du peuple palestinien au Parlement européen ? C'est les résolutions des Nations Unies. Donc deux États. C'est clair. Et ensuite, attendez, mais c'est pas figé. Il n'y a rien qui est figé. Je crois que s'il y a un endroit dans le monde qui n'est pas figé en termes de destinée pour les Israéliens et les Palestiniens, c'est bien celui-là. Donc peut-être que Israéliens et Palestiniens
vront par la suite à un État qui pourrait être un État binational et on ferait, si vous voulez, péter les frontières qui les séparent depuis trop longtemps et qui, pour moi, encore une fois, c'est un idéal. Pour moi, la cohabitation totale, c'est un idéal. Claire et nécessaire. Et je trouve que c'est un beau message aussi. Dernière question, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu instrumentalisé par les Insoumis pour ce que vous êtes, pour aller chercher les votes des jeunes de banlieue? Non mais je crois que vous êtes... Pardon, mais... Merde. Votre question, elle est un tout petit peu déplacée. Je suis une femme mature. Je crois savoir mec de Sophia Arabe, tu ce que je fais dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fondé une organisation. J'ai travaillé près de 8 ans en tant que juriste, spécialisée en droit d'asile. J'ai travaillé sur plusieurs programmes sur les questions des droits de l'homme. Donc quand je prends une décision... À la monétisation, il se réveille 10 jours après pour nous dire une monétisation a sauté. Je crois que je sais ce que je fais. J'ai vu tes échanges avec Pascal Pro. Et je crois surtout que j'ai conscience quand je suis instrumentalisée ou quand à l'inverse on me donne un vrai pouvoir d'agir. Et c'est ça le sujet. Aujourd'hui, quel est le parti qui donne une réelle flexibilité, agilité pour agir politiquement sur le sujet palestinien, mais plus largement sur le sujet des droits humains? C'est la France insoumise. Et donc c'était basé, c'était basé ce qu'elle dit. Attends, j'ai reçu un truc de casting. On va regarder ensemble maintenant que vous connaissez tous mes mails. La convention de logement pour le tournage, ça c'est bon. Paul de Francesco a signé, voilà, ça c'est bon, vous avez vu. Ouais, mais c'est quoi ça? Vous connaissez ça Qu'est-ce que c'est? Enquête parallèle. Ghislain Calmont. C'est bien, on me propose un Ghislain, ça c'est top. Je connais pas. C'est un mail d'Arthur pour VTEP. Ah, purée de pommes de terre. Des mails de Epstein, t'imagines? Putain, un jour, je vous ferai la vanne. Et enfin, pour finir, du glupatate un petit peu. Putain, là, j'ai beaucoup de choses à flouter. Hein. En boîte par Roselyne Bachelot. Où trouve-t-il toute cette énergie? Monsieur Rochebin, vous pouvez reprendre les montages de la France Insoumise qui ont été faits par... Glupatate. Je sais que je joue à un jeu... Oh, vous avez vu la tête de qui, là? Monsieur Rochebin, vous pouvez reprendre les montages de la France Insoumise qui ont été faits par... Glupatate. Je sais que je joue à un jeu où les règles sont plus dures pour moi qu'elles ne le sont pour les autres. Vous êtes heureux? Très heureux. Tout va bien? Bah ça va, et vous? Et la réalité, c'est quand on n'a plus rien à me reprocher sur le fond. Monsieur Bardella, dites aux Françaises et aux Français ce que vous avez voté sur le marché européen de l'électricité. Quand on n'a plus rien à contester sur mes idées... Qu'avez-vous voté, monsieur Bardella? Bon, je vais laisser Manon Aubry à ses élucubrations. Eh bien, on essaye de dézinguer la personne. Je vous mets face à vos contradictions et à vos votes au Parlement européen. Je sais que vous n'y allez pas souvent, donc je me permets de vous rappeler ce que vous avez fait. Il a voté contre une résolution contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il a voté contre garantir l'avortement. Il a voté contre demande de soins accessibles. J'arrête parce que c'est une page, il y en a je sais pas combien. Je veux dire, je ne comprends pas ce qu'on me reproche. Non mais il n'y a rien de grave. Objectivement, il n'y a rien de grave. Mais vous savez comment est faite la politique. Mes opposants découperont des extraits de cette émission, ils feront des montages. Et puis ils chercheront à dézinguer sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, Jean-Noël Bardella, derrière ça, il y a la fameuse accusation de coquille vide. Je pense qu'il y a aussi une forme de mépris social. Le père de Jordan Bardella appartient au milieu bourgeois et chef d'entreprise, gagne très confortablement sa vie. Moi, vous voyez, je me sens lié à la vie de millions de Français parce que j'ai grandi dans une cité modeste, que mes parents m'ont élevé avec des moyens modestes. Pendant toute sa scolarité, il a fréquenté des établissements catholiques privés payants. À 19 ans, quand il a eu son permis, il lui a offert une petite Smart, une petite voiture. À 20 ans, un appartement. Enfin, voilà. Mais je rassure mes adversaires, j'ai le cuir solide et Aïe, 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 aïe. Bravo, Glupatate! Et merci pour leur soutien. C'était le dernier épisode de la semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir soutenu comme il se doit. Franchement, on va en parler de Bardella parce que là, il a fait sa fausse paparazzade avec sa compagne qui est une princesse, qui serait l'héritière à la 13e lignée du trône, mon cul, machin. Là, ils veulent nous en vendre une success story. Les médias, mais je comprends pas comment les médias décident de choisir de mettre en avant un gars comme ça. On continue de discuter sur
sur le Discord et puis surtout on se dit à tout de suite sur le Discord pour celles et ceux qui le souhaitent, et nous on se revoit lundi prochain, même jour, même heure. Je vais commencer un peu plus tôt lundi prochain parce que j'ai un rendez-vous pro, voilà, sachez-le, mais en tout cas ça fait trop plaisir de vous avoir. Prenez soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.